Bonjour. Ça fait un an, la dernière fois qu'on s'est vu, c'était ici au même endroit. C'est vrai. Comment s'est déroulée la saison pour toi? Bon, la saison s'est déroulée normale, tranquille. Il y a des combattants qui sont venus encore essayer de faire cette année. On a de plus en plus, c'est vrai que le Jiu-Jitsu commence à prendre beaucoup de place vers le sud-ouest. Mais voilà, ça avance petit à petit, c'est sympa. Et tu penses que dans le sud-ouest, justement, cette évolution, elle est un peu liée à la culture aussi, avec les gens qui font du skate, du surf, ou c'est vraiment un public que Jiu-Jitsu? Il n'y a pas toute la partie lifestyle autour? Non, je pense qu'il y a le lien surf et Jiu-Jitsu, parce que quand j'ai commencé ça en 1999, j'étais le premier arrivé là-bas, donc j'étais surfeur à la base, et ça connectait tous les surfeurs, et du coup ça a commencé à une contamination, entre guillemets. Et puis je pense que là-bas, l'identité, c'est plus surf et Jiu-Jitsu. En plus, avec Moscova en place, on a le label. Vous avez une vraie synergie. Oui, complètement. On a bien intégré cette culture. On a intégré, on a mis en place le système de surf et Jiu-Jitsu et ça prend bien. Ok. Tu as beaucoup d'élèves cette année qui combattent? Non, cette année, on est venu au petit comité. On est 5. Et puis, un ceinture blanche et 4 ceintures bleues. Ok. Et puis, voilà, c'est tout. Et c'est toujours les mêmes ou c'est des nouveaux, justement, c'est souvent des nouveaux. Il y a 2, 3 qui sont toujours fidèles à la compétition, mais il y a des nouveaux qui se font emballer par l'envie de se mettre en place le test d'eux-mêmes. Et du coup, il y a toujours des nouveaux. Et justement, comment tu vois cette évolution, toi, du Jiu-Jitsu, alors sur le sud-ouest qui est ta région? Pour toi, ça continue à grandir? C'est un sport ou une activité, un art martial qu'on a encore sous le pied? Ouais, je pense qu'il y a une grosse marge de progression. Ouais, ça progresse beaucoup. Je pense qu'il y a la partie qui a émergé, qu'on ne voit pas, qui c'est très important, que peu de gens connaissent. Donc, c'est là l'intérêt de plonger dedans, le côté philosophique, culturel. Mais ça commence à prendre beaucoup d'importance dans le sud-ouest, surtout. D'accord. Bon, et pour finir, qu'est-ce que tu pourrais souhaiter à la CFJJB pour qu'elle continue à grandir et que les événements continuent à être à chaque fois de plus en plus grands, de plus en plus beaux? Je pense que David Josetti fait un travail magnifique. Je pense que là, les voiles sont lancées. Petit à petit, ça s'améliore tous les ans. Je vois à vue d'œil flagrant. Je pense qu'il faut garder ce rythme-là, ça va loin, doucement et sûrement. Okay. Et tu as vu une différence, toi, avec le passage auprès de la Fédération de Judo? Ouais, j'ai remarqué que c'est plus organisé, quoi. Les espaces sont beaucoup plus adaptés à la demande, donc je pense que c'est un bon engagement. Ouais. Okay. Bon, bah pour les gens qui veulent te retrouver, donc tu es basé où? Je suis basé à Anglette et à Caboton. J'ai 2 clubs en place. Anglette et Caboton. Ouais. Okay. Si vous voulez venir nous voir, avec plaisir. Toujours bienvenue. Eh ben, merci beaucoup. Aussi. À bientôt. Merci. Alors moi c'est Baptiste Landé, de la Moka Team 443, voilà. Ok. Johan Bonnet, Moka Team 443. Vous avez créé ça quand? Enfin moi je le sais mais tout le monde ne le sait pas forcément, mais vous avez créé ça quand? En 2018. 2018? 2018. Ouais. Vous avez fusionné 2 clubs, c'est ça? C'est ça. C'est ça. Bon et comment s'est déroulée cette année sportive alors à la Moka? Par rapport aux compétitions, par rapport au nombre d'inscrits, est-ce que vous avez grosse année, c'est une grosse année. Ouais. C'est une de nos plus belles années, très honnêtement, c'est une de nos plus belles années. On a un médaillé aux Europes en adulte, en bleu, de Alan Moté, qui a fait 2e aux Europes. Ça c'était un gros championnat d'Europe, on a quelques médaillés en master. Ouais. Et après, on a fait tous les Open, on était pratiquement sur tous les Open de la CFJJB. On a remporté cette année, grande première pour nous, 4 trophées. Donc 2 à Nantes, 1 en Normandie et 1 à Bordeaux. Donc, vous avez été chercher les trophées chez les autres? Ouais, alors on n'avait pas ça pour objectif et on avait la surprise à chaque fois du coup de finir sur le podium, donc ça c'était plutôt chouette. Donc c'était plutôt une belle saison et beaucoup de licenciés. On doit être aux alentours de 260 aujourd'hui au club. C'est énorme. Et il y a une particularité chez vous aussi, c'est la part d'enfants. Parce que vous avez un gros vivier enfants, qui pour certains maintenant sont plus des enfants.
commencent à être des jeunes adultes. Et ils étaient déjà chauds à regarder quand ils avaient 6-7 ans. Maintenant, ils filment à la tête en bleu et en violette. Donc parlez-moi un peu justement de cette approche que vous avez avec justement des enfants que vous accompagnez dès 5, 6, 7 ans jusqu'à l'arrivée en adulte, quoi. Bah, ce qu'on discutait ensemble tout à l'heure, c'est que je pense qu'on a été parmi les premiers à miser sur les enfants en 2011. Donc ça a fait aujourd'hui 12 ans. 12 ans. Qu'on s'est dit, pour arriver à un niveau, pour tirer la bourre dans le haut niveau, nous on a commencé tard, comme beaucoup de Français. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ceinture noire, il y a beaucoup de masters. Parce que c'est des gens qui ont commencé à peu près dans les mêmes époques que nous. Ouais. Et si on veut rivaliser avec les meilleures équipes mondiales, on a dit, voilà, il faut commencer tôt, donc jeunes, les enfants. Et en 2011, on a créé avec Baptiste la première section avec nous, les petits. C'est les adultes en bleu qu'on aura aujourd'hui, dont Abdul, qui est en équipe de France, et il y aura Bimourat aussi qui sera là. C'est vraiment 2 élèves qu'on a depuis 2011. On regarde encore les photos, ils étaient tout petits. Et il y en a, comme je te disais tout à l'heure, nous on est vraiment sur la formation et que notre club il soit reconnu pour ça et qu'on continue le relais, de continuer à former et qu'il y en ait d'autres encore qui arrivent. Et il y en a qui arrivent. Il y en a qui arrivent fort derrière. Sans doute peut-être encore plus forcés qu'on va avoir aujourd'hui. Et c'est un vrai, comme il dit Baptiste, cette saison-là c'est un aboutissement parce qu'il y en a qui sont rentrés en équipe de France. On fait des résultats nationaux, internationaux avec Alan qui fait une médaille aux Europes. Pour le petit club qu'on est en province, pour nous c'est une satisfaction parce qu'on a toujours été en progression, plus ou moins vite, mais on a toujours été en progression et on est fiers de ça. C'est vraiment d'avoir été précurseur, on va dire, en France des enfants. Oui, puis d'avoir eu la volonté de le faire, parce que c'est pas facile. Parce que c'est un travail sur le long terme. En fait, plein de gens pensent que les enfants, on peut le faire. Il y en a plein qui ont essayé, qui ont arrêté. Nous, on a ce savoir-faire, je pense. Mais on sait que c'est la clé du succès, quoi. Pour un club, c'est important. Et puis il y a la satisfaction aussi de se dire que tu te retrouves avec des gamins qui ont 15, 16, 17, 18 ans, qui sont bleus, mais qui ont 12 ou 13 ans de jiu-jitsu dans les pattes. Exactement. Exactement. Et par rapport aux bleus qui s'entraînent 3 fois par semaine, c'est clair. C'est une voiture de course, quoi. C'est réglé au millimètre. Ouais. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui, quelqu'un qui ne nous connaît pas, il vient dans notre club, il voit un petit jeune chez nous, une ceinture bleue, il se dit oh, je vais pouvoir tourner tranquille. Et quand il prend le gars, après il nous dit mais c'est qui lui? Donc c'est marrant, après nous on le sait. Ouais. Mais pour les gens qui savent pas, c'est marrant, voilà. C'est vrai, c'est vrai. Et justement, alors pour parler des enfants, comment ça se passe justement avec la CFJJB et le développement justement de cette partie-là? Je laisse Baptiste parce que Baptiste est vraiment aujourd'hui reconnu au sein de l'équipe de France. Oui, puisque tu fais partie toi de l'équipe de France. Ouais, je suis entraîneur adjoint de l'équipe de France. J'ai eu la chance d'être choisi. Ouais. Donc j'ai eu la chance de faire cette première année avec eux. En termes de développement, franchement, c'est magnifique. On n'a jamais eu autant de compétitions enfants. Il y a plusieurs formats, la Kids League, avec des formats de poule, avec des diplômes. Il y a la format élimination, open élimination. Donc ça, c'est vraiment chouette. Ça développe vachement et on le sent. On le sent que du coup, les clubs développent dans leur club les sections et ça dynamise. Je le vois, ça dynamise énormément. Et du coup, ça a fait une vraie cohérence. Là, avec l'équipe de France aujourd'hui, il y a un peu plus de juvéniles que d'adultes. Et c'est vraiment, je pense, le travail qu'il faut faire, c'est vraiment depuis le juvénile pour vraiment un jour qu'on arrive à faire des résultats vraiment à l'international. Voilà, mais c'est vraiment un gros développement cette année. Développement, mais ce qui est cool aussi, et peut-être qu'il faut le préciser, c'est aussi, même si vous faites ça depuis une dizaine d'années, cette Kids League et le reste, c'est aussi des développements qui sont à l'initiative de la CFJJB. Exactement. Pour faire grandir c'est exactement ça. Et ce qu'il faut dire, c'est que David aussi nous a toujours fait entièrement confiance par rapport à ça, parce que comme on était dans les premiers, on était aussi dans les premiers à le solliciter, à lui dire ouais David, il faudrait qu'on fasse ça et tout. Et à l'époque, la CFJJB, c'était pas la CFJJB d'aujourd'hui. Et David, il n'a jamais oublié ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est conscient et il sait que ça passe aussi par là. Le succès de demain, c'est des graines que tu plantes aujourd'hui. Comme on disait tout à l'heure, quand on voit aujourd'hui les ceintures noires adultes top mondial, c'est des gars, comme je te disais, Naïran Makine, Mika Galvao, Diego Reis, tous ces jeunes-là,
ils sont passés par toutes les ceintures de couleur enfants. Ils arrivent à 22 ans, ceinture noire, et ils sont au top. Je pense que nous, en France, il faut qu'on reste là-dessus. Développer les enfants, les faire passer. C'est un des sujets sur lesquels vous êtes aussi un club reconnu et important sur la carte, quoi. Et pour finir, petit message pour David, comment vous trouvez cette dernière étape de la saison, le travail qui a été accompli par la CFJJB, épaulé par la Fédé de Judo pendant un an? On est fiers de son travail à David et du staff. On est fiers parce qu'on a vu l'évolution. On en parlait hier justement à nos élèves, on leur montrait des vidéos des anciens championnats de France pour montrer un peu la chance qu'ils ont et le travail qui a été fait. Nous on sait le travail qui a été fait, on accompagne David toute l'année sur ça. Et franchement, on est fiers d'être à ses côtés, de développer avec lui, de développer avec la CFJJB. Et franchement, c'est une grande fierté de voir le travail qui est derrière nous aujourd'hui, de notre discipline, de voir comment elle est en train d'exploser. Merci à David, merci au staff, merci à la CFJJB. Et ça fait plaisir, vraiment, ça fait plaisir. Et David a toujours été reconnaissant parce que quand ça aboutit certaines choses, il nous a toujours appelés pour nous dire merci les gars de nous avoir fait confiance depuis le début. Parce que ce que je disais avec les gars de Atom, quand on en a discuté, on le sait, David il a toujours eu quand même pour modèle l'IBJJF. Ça a été long à mettre en place. Mais aujourd'hui, ce qu'on a derrière nous, c'est ni plus ni moins au même niveau, le même concept. Et son modèle, il a réussi à l'égaler. Et moi, je suis fier de lui et on est content de lui avoir fait confiance. Et ça a mis du temps, mais bravo à David. Bravo à lui. Bon, et pour ceux qui veulent venir déposer donc leurs enfants chez vous êtes à Nantes? On est à Nantes, à côté du stade de la Beaujoire. Okay. Alors, juste à côté, on ne peut pas nous louper. Et voilà, vous êtes les bienvenus. On essaye d'être le numéro 1 centre de formation en France pour les enfants. Voilà, il y en a qui arrivent, on se bagarre et voilà, vous êtes tous les bienvenus. On s'occupera bien des enfants et on donnera le maximum. Merci à vous tous et merci à Public Domaine. Merci les gars, à bientôt. Merci. Bonjour, alors moi c'est Patrick d'Athlète on the Mat. Et moi c'est Eno d'Athlète on the Mat. Voilà, donc on est là pour les championnats de France. Atom est partenaire de la Fédé depuis combien de temps? Alors de mémoire, sans me tromper, ça va faire 6 ans. 6 ans? Ouais, 6 ans, ouais. D'accord. 6 ans et on voit depuis 6 ans, ça part en flèche, c'est monstrueux. D'accord. Et c'était un souhait que vous aviez d'être partenaire? Ça nous semblait logique. La CFJJB commençait vraiment à être présente. Je veux dire, tous les Open qu'on voit en France et qu'on voit les championnats de France, c'est que des trucs, c'est de la réussite. Donc ça nous semblait normal de participer à l'émancipation du JB français. On est dans la CFJJB d'une part, et puis on voit maintenant il y a beaucoup de sponsors, donc c'est très bien. Okay. Atom, c'est une marque que vous avez créée il y a combien de temps? Alors on a commencé ça en 2013. Alors il y a pas mal de podcasts qui ont tourné où on expliquait vraiment tout, mais c'était en 2013 avec 2 copains, donc Stéphane et Georges-Henri. Et puis voilà, et donc on a continué à avancer à notre rythme. Et puis voilà, mais 2013. D'accord. Et justement, alors depuis 2013, quelle vision vous avez sur l'évolution de la scène Jiu-Jitsu en France? Alors il y a eu le Covid entre-temps, donc c'est vrai qu'on a eu un petit trou, mais c'est en train d'exploser. C'est en train d'exploser, et je trouve même ce qui est en train d'exploser, c'est le grappling. C'est peut-être avec l'arrivée du MMA en France, la libéralisation du MMA en France. Ouais, le grappling, c'est en train de prendre des proportions hallucinantes. Et ça, c'est des choses que vous ressentez, vous, dans votre club? Parce que toi, tu es chez Grapplis. Grapplis. Ouais, nous, on voit beaucoup... nous, on a 2 créneaux de grappling, 3 créneaux de kimono, de JJB. Et chaque année, c'est des adhérents en plus. Donc, mais c'est vraiment tous les clubs en France, on voit que c'est vraiment en train de prendre de très grosses proportions. Okay. Et vous ressentez plus que les jeunes ou les nouveaux sur le grappling ou sur le gi? C'est kiff-kiff, mais on voit quand même, outre-Manche, le grappling, c'est vraiment en termes de compétition, tout ça, c'est en train vraiment de surpasser le JJB. Ça va venir, à mon avis, dans 2-3 ans. La France a une culture judo, les États-Unis ils ont une vraie culture de lutte, c'est un sport universitaire, donc c'est un peu plus logique, quoi. Ouais. D'accord. Et quels sont les challenges alors pour une marque française de jiu-jitsu brésilien et de grappling comme la vôtre? C'est quoi les challenges des entrepreneurs que vous êtes?
Au-delà du fait d'avoir à vendre le stock que vous avez produit, mais c'est quoi le challenge pour essayer de trouver le nouveau produit ou être sur le bon truc, que ce soit aussi bien pour la partie tech que pour le graphisme? Et ça c'est une vraie question parce que la partie tech aujourd'hui elle est hyper importante. On n'achète plus de produits de consommation si ce n'est pas de la qualité, surtout dans un sport qui est aussi technique que le JJB ou le grappling. Après au niveau du design, nous on a toujours eu une grosse veille, on regarde ce que font les autres, on regarde aussi ce qu'ils font dans d'autres sports. Et généralement avec Stéphane et Patrick, on regarde souvent d'autres sports que le JJB justement pour s'inspirer de design ou de... Mais on reste vraiment dans la pratique, il faut vraiment qu'on parle en premier au truc hardcore du JJB et du grappling. Après on essaie de s'ouvrir et à l'avenir là on va tenter de s'ouvrir un peu plus sur des produits comme on appelle de lifestyle, de daily, ou des trucs que tu peux porter au bureau, ou le suite que tu mets pour sortir le soir et tout. Voilà. Ça c'est un peu l'avenir. Le grappling d'un côté pour le sport et le daily comme on dit pour le style. Et vous avez une particularité, enfin moi je le sais parce que je vous connais, mais tout ce qui est justement sourcing produit, qualité produit, c'est énormément de temps passé chez vous à trouver le bon matériau, chez le bon fournisseur. En fait, ce qu'il faut voir, c'est que dès lors qu'on sort nous un kimono, on en a fait je ne sais pas combien en sample qu'on a reçu. Ça allait pas, ça dépend, on demande de refaire. Pareil pour les shorts, là, on est en train de développer justement pour la rentrée des shorts de grappling avec leggings intégrés, tout ça. On a eu des samples, parce qu'il y a toujours un truc qui ne nous plaît pas. Et si ça ne nous plaît pas, on se dit ben, ça ne va pas plaire non plus aux futurs acheteurs, donc compétiteurs. Donc voilà, c'est énormément de développement, mine de rien. Et c'est vrai que ça prend du temps. Bon, et on peut annoncer en avant-première du bout des lèvres qu'on a un projet ensemble avec Public Domain aussi. Et qu'Atome sera la première marque mondiale peut-être, on va dire européenne pour être sûr, mais à ma connaissance mondiale, à faire une collab avec un jeu vidéo. Ouais, avec un jeu vidéo, donc c'est prévu, en tout cas très rapidement là, sortir au moins les premiers visuels. À la fin de l'été. Voilà, fin de l'été, et puis effectivement pour fin d'année, la sortie du jeu d'une part. C'est top. C'est un top parce que moi en plus ça me parle, parce que c'était mon époque à l'époque. Tu as joué dans les années 90, c'est la suite qui sort. Ouais, mais là tu es en train de dire à tout le monde que je suis vieux. Non, t'es pas vieux, t'as mon âge. Ça va là. Mais c'est un jeu qui a fait. Donc non, on est en tout cas on est super content de cette collab. Et justement on espère que ça va nous permettre de franchir un petit cap et puis voilà. Grandir un peu à l'international. Exactement. Okay. Et pour finir, un petit mot par rapport au fait justement donc, que vous travaillez avec la CFJJB depuis un certain temps, voir le travail qui a été accompli aussi bien pour le championnat d'Europe que tous les événements toute l'année et ce final au Grand Dôme. Quel regard vous portez justement sur tout le travail fait par la CFJJB? Alors moi j'ai juste un petit mot là-dessus, c'est que hier on est venu nous en amont parce qu'on a dû installer le stand et donc j'ai vu toute l'organisation que la plupart des gens ne voient pas. C'est un travail titanesque et je m'aperçois en fait par contre c'est quasiment toujours la même équipe et ils sont super bien rodés. Hier on regardait, c'était paisible, les gens travaillent super bien, tout le monde a ses tâches et je trouve que quand on voit des événements comme ça, la CFJJB c'est le top. Ils sont au niveau. Si aujourd'hui ils font un des plus gros événements européens de tous les temps, c'est parce que les gens de la Fédé, David et ses équipes et tout, c'est un boulot de 15 ans, de presque même plus. Et dès que tu dis ça arrive, il n'y a plus d'amateurisme. On regarde, c'est presque dans les détails. Il y a vraiment des détails qu'on retrouve dans les compétitions de BJJF. Là, on est au niveau mondial en termes de compétition. Mais tu vois bien, là, c'est les championnats de France et on va se retrouver avec des arbitres sur le tapis. Il y en a deux. Les mecs, ils étaient au World avant. Tu vois, Vincent, il a quand même arbitré les Worlds. Il va arbitrer la CFJJB. Il y a notre arbitre aussi. Donc, on voit que, à chaque poste, ils sont vraiment top. Grâce au travail de la CFJJB, la France est vraiment légitime sur la scène JJB internationale. Et on va le voir parce que je pense qu'en septembre, je pense qu'il y a beaucoup de clubs qui ne sont pas prêts, mais ça va. Moi, je vois, c'est mon numéro de téléphone qui est sur notre club. Et les appels pour dire je voudrais m'inscrire l'année prochaine. Je pense qu'en septembre, ça va être un boom. En tout cas, c'est ce que j'espère. Bon, et pour les gens qui veulent du produit Atome, ils vont sur votre site? Ils vont sur notre site et si vous avez la chance d'être aujourd'hui ici, il y a des réductions, il y a des produits un petit peu exclusifs qu'on a sortis des placards, qu'on vend ici aujourd'hui. Et voilà, puis écoutez, en tout cas on est là, on répond à toutes vos questions, vos demandes. Vous pouvez essayer. Pour aller plus vite, vous nous contactez sur Instagram. Comme ça là, on est beaucoup plus réactifs. On est connectés nous.
Tu vois que t'es pas vieux. Ah, mais c'est mes enfants qui sont Qui jeunes. répondent. Ouais. Bon bah merci les gars. Merci très à vite. vous. Merci à vous. Bien. Ciao. Ciao. Bon Hugo, moi je suis ravi de te retrouver parce que c'est avec toi que j'ai commencé il y a longtemps. Quelques années en Il y a arrière. quelques années en arrière, on payait en francs, je crois encore à cette époque. Non, Non, pas quand même, Non, t'exagères. quand même pas. T'exagères, t'es parti loin là. Le Pride existait encore. Voilà, on va Voilà, dire ça comme ça. voilà, on va dire ça. Non, je suis content parce que c'est vrai que je t'ai pas vu l'année dernière. Quel résumé, toi, déjà en coach, tu peux nous faire de ta saison 2022-2023? Bah écoute, c'est vrai que alors, cette année, je suis principalement focus sur mon fils. Vraiment, c'est vrai que cette année, j'ai mon équipe qui va un petit peu moins en compète. Voilà, Il y a des cycles. Voilà, il y a des cycles comme ça. Voilà. Et à la rigueur, je vais dire, ça tombe peut-être bien à ce moment-là parce que j'ai mon fils qui veut vraiment se lancer, qui revient en compétition. Il avait arrêté en 2018, voilà, au dernier championnat de France qu'il avait fait en 2018. Qu'il avait gagné? Non, je l'ai fait arrêter la compétition parce qu'il avait trop de stress. Okay. Voilà, la pression du père, entraîneur, qui fait de la compète, etc. etc. Donc voilà, on a tout stoppé et je lui ai dit voilà, la compète pour moi c'est juste un plus, tu as envie de le faire, tu en fais, sinon c'est vraiment une petite partie du jiu-jitsu. Et là, l'été dernier, il m'a dit écoute papa, j'ai envie de me remettre à fond à la compète. C'est venu de lui, ouais. C'est venu de lui, voilà, vraiment de lui directement. Et du coup, voilà, on a enchaîné toutes les compètes cette année. Il a performé, il a fait à chaque fois premier ou deuxième sur toutes les compètes. Il a fait champion de France en Nogi, champion de France Nogi. L'Open de France aussi, il a gagné. Voilà, il a bien performé. Donc c'est vrai que cette année, je suis plus focus sur ce projet. Voilà. Donc, et justement, c'est bien que tu nous parles de ton fils parce qu'on a eu cette conversation-là avec les gars de la Moka Team. Et est-ce que toi, par rapport à ton club, justement, c'est important d'avoir ce vivier de jeunes et de faire débuter du jeune à 6, 8, 10, 12 ans, là où nous, ce sport, notre génération, on l'a plutôt découvert à 20, 25, 30, voire 35 pour certains? Alors écoute, nous on a commencé en plus, alors nous je pense qu'on a été un des premiers clubs en France depuis que je suis installé dans le sud, donc à côté de Cannes. On a démarré les enfants, ça devait être en 2010 je dirais, ça fait déjà 13 ans. Après on a toujours un groupe d'enfants qui performe, voilà, on a un gros groupe d'enfants. La passerelle, elle est difficile vraiment à l'adolescence. On le voit nous depuis des années. À un moment donné, on avait un gros groupe d'ados, mais qui après s'éparpille parce qu'il y a les études, parce qu'il y a les premières petites copines, les premiers petits copains. La vie fait que voilà, donc c'est compliqué. C'est vrai que l'adolescence, soit le passage entre quand ils sont petits, ils commencent à 5-7 ans, à devenir adultes, il est compliqué vers 14-18 ans. Voilà. Alors après, si on a un groupe, là c'est le cas, on est en train de récupérer un groupe de jeunes qui sont potes avec mon fils. Donc du coup, voilà, on commence à avoir une émulsion d'ado, mais qui commence ado. Donc quand il commence ado, c'est encore différent. Donc après, on verra par la suite ce que ça donnera. Mais voilà. Mais c'est important effectivement les enfants qui commencent tôt. Voilà, je vois mon fils, ça fait maintenant 8 ans qu'il fait du jiu-jitsu. Donc il a 15 ans, il a commencé à 7 ans. Voilà, donc forcément, tout de suite, on n'a pas eu cette chance. Non, on n'a pas eu cette chance. Et justement, par rapport à nous, quand on avait son âge, en tout cas quand on a débuté, comment tu vois, toi, l'évolution de la scène JJB à l'international, mais surtout en France, avec le travail de la CFJJB? Là, c'est sûr que la CFJJB elle avait fait un travail énorme depuis des années. Alors moi, j'étais vraiment dans la CFJJB pendant plusieurs années en tant qu'arbitre, etc. J'ai laissé ma place maintenant voilà, aux gens un peu plus jeunes que moi. J'ai pris ma retraite. C'est une retraite de sportif professionnel. Ouais, voilà, c'est ça. Et après, voilà, comme je dis, en fait, tout s'emboîte bien pour que je m'occupe pleinement de mon fils aujourd'hui. Donc ça, c'est cool. Mais là, la CFJB, depuis qu'elle est rentrée à la Fédé de judo, ça a pris un essor énorme. Je vois aujourd'hui, on se retrouve avec plus de 2000 combattants aujourd'hui au championnat de France. C'est un truc de fou, donc c'est énorme. Et c'est vrai que maintenant les enfants se déploient de plus en plus dans la plupart des clubs, on le voit, les compétitions enfants. J'ai organisé une compétition enfants là, il y a 15 jours à Mandelieu. Sur une petite Kids League, il y avait quasiment 200 enfants. Donc c'est génial, on a fait ça. Voilà, donc
De toute façon, dans tous les sports, on sait très bien que l'essor passe par les enfants. Et puis après, ceux qui passeront en adulte et en feront quelque chose après, c'est un peu plus difficile. Mais le niveau monte énormément. On voit les gamins, ils ont des niveaux. Maintenant, ils font des trucs de fou que même nous, on n'est pas capable de faire. Donc, non, il y a un gros travail de la CEJB et des clubs en France. Et par rapport aux sections que tu as chez toi, aussi bien les enfants, puisqu'on en parle, que les adultes, le moteur, c'est plus le gi ou le no-gi? Alors, moi, le truc, c'est que c'est pas moi qui m'occupe de la section enfant chez moi. C'est un de mes élèves. Et lui, il préfère le kimono. C'est un ancien prof de judo. À la base, il est très kimono. Moi, avec la vieillesse qui avance, je suis de plus en plus no-gi. Parce qu'ayant des douleurs partout, c'est moins contraignant pour le corps le no-gi, même si c'est plus explosif. Mais derrière, c'est plus facile de glisser, de quoi que ce soit, parce que dès que moi j'ai de l'arthrose partout, hein, c'est bonne chance pour les jeunes qui nous regardent pour plus tard. Les doigts, les hanches, les genoux, le dos et la tête à l'ouest, j'en passe, bref. Donc c'est vrai que dès qu'on prend un kimono sur le passage, sur les jambes, sur le pantalon et tout, c'est douloureux pour moi. Donc j'ai tendance moi à aller plus vers le no-gi maintenant. Mais bon, en France, on reste quand même plus gi. Mais je vois quand même que, après, on ne va pas se le cacher, hein, et moi je le dis depuis plusieurs années, hein, un mec comme Gordon Ryan, il est en train de faire exploser le no-gi dans le monde entier. Et il n'y a personne d'autre que lui, c'est comme McGregor, qui a fait McGregor au MMA. Gordon Ryan fait la même chose en termes du jiu-jitsu et du no-gi dans le monde. Donc je pense qu'au fur et à mesure, on va passer sur un essor supplémentaire sur le no-gi. Une nouvelle génération de no-gi. Et puis qui vient aussi pour certains, pas en tant que pratiquant, mais en tant qu'amoureux du sport, du MMA. C'est ça, déjà voilà, ça va plus ressembler à la partie sol du MMA. Même visuellement, on ne va pas se le cacher, un combat de grappling va être quand même plus agréable à regarder, plus vif qu'un combat en kimono si ça se tient. Donc surtout pour les néophytes qui ne connaissent rien. Puis même d'un point de vue marketing, quand tu vois ce que la DCC met sur la table visuellement pour faire un événement, même si ce que fait l'IBJJF est génial, il y a un moment, tu as aussi une dimension entertainment ah ouais, non, mais de toute façon, qui bénéficie plus au no-gi qu'au gi aujourd'hui. De toute façon, il faut promouvoir le sport et il faut que ça soit visuel. Hein. C'est comme le judo. Hein. Le judo, ils ont adapté leurs règles une bonne partie pour que ça soit quand même visuel, plus spectaculaire pour que les néophytes puissent apprécier un combat de judo. Le grappling va être plus appréciable pour n'importe qui qu'un combat de jiu-jitsu, on le sait bien de toute façon. Okay. Bon, donc les gens qui veulent venir s'entraîner sur région PACA, Mandelieu, Mandelieu-Napoule, Cannes-Marina et compagnie, c'est ça, vous descendez dans le sud, entre Nice et Mandelieu. Moi je suis sur Mandelieu à côté de Cannes. Voilà, on a des cours quasiment tous les jours, vous passez quand vous voulez, vous m'ajoutez sur Instagram, la Tropa di Elite, et vous passez quand vous voulez, avec grand plaisir. Ok, merci Hugo. Salut Beto, on se retrouve encore une fois de plus dans une compétition CFJJB, tu es toujours là, tu es toujours en train d'amener tes élèves, et je pense que tu en amènes de plus en plus. Oui. Voilà, si tu peux nous dire quelques mots un petit peu déjà de cette compétition et faire un bilan de l'année, de la progression de tes élèves, de la progression de ton club. Voilà, quelques mots pour un peu conclure cette saison. Premièrement, c'est féliciter la fédération. C'était vraiment une belle structure, 12 tatamis, c'est magnifique, quoi. Je suis vraiment très content et très heureux de participer de cette évolution de la fédération aussi. Donc, le championnat de France, j'ai ramené 70 combattants. Wow. Pour moi, je suis très heureux parce que je me rappelle quand j'ai venu au championnat de France, on venait à 10, à 11, on venait de Nantes. Cette année, j'ai ramené 70. Je suis très heureux, même si c'est compétition, quoi. On perd, on gagne. Mais je suis très content de ramener 70 personnes, de participer encore au championnat de France. Et en relation à l'année, on a fait une bonne année, quoi. On a participé de plein de compétitions, pratiquement toutes les compétitions de la fédération CFJB. On a fait de bons résultats, On était là dans le circuit, quoi. On a un rôle de participer de la fédération. Pour moi, c'est la première division en France. La preuve, c'est ça, quoi. 12 tatamis, 2500 combattants. Je n'ai pas vu une compétition en Europe de cette taille-là, à part le championnat d'Europe, quoi. Mais je suis très heureux, très fier de participer à cette évolution. Il fait ma équipe aussi évoluer, quoi. Donc, je suis très content, quoi, de participer de tout ça, quoi. Et
parmi les 70 élèves que tu amènes, quelle est la part de débutants, la part d'avancés que tu as? C'est bien partagé. J'ai ramené vraiment bien partagé. Un moitié de blanche, uma vingtaine de blanche, une vingtaine de bleu, violet moins, marron moins et noir moins. Mais comme j'ai dit, on a une petite équipe encore. J'ai que 5 ceintures noires. Donc, on n'est pas beaucoup encore, mais ce n'est pas tous les 5 qui font compétition encore. Mais en plus, on est grandi. Mais on ramène plus ceinture blanche, quoi, blanche et bleue. D'accord. Alors, je sais que chez vous, vous avez pas mal de combattants de MMA. Comment tu organises ton agenda d'entraînement? Comment tu fais la part des choses? Comment ton planning il est fait justement pour la partie MMA, la partie Jiu-Jitsu, la partie Nogi? C'est pas facile parce qu'on a une structure petite encore. Je suis en salle privée, je n'ai pas de cage encore. Même les protections murales, je n'ai pas encore. Mais on fait à l'ancienne, quoi. J'ai un cours qui est MMA, j'ai cours de grappling aussi. Então on partage comme ça, quoi. J'ai un cours combattant pro, combattant amateur. Et après je vois les amateurs qui sont en train de monter le niveau, on met avec les pros, quoi. Comme ça, quoi. On partage les heures, quoi. On a un planning déjà avec des cours de MMA pour les pros et pour les amateurs. Voilà. Et tu es encore en contact avec Ricardo de la Riva? Bah oui, c'est mon mec, quoi. On va essayer de ramener cette année là. Oui. C'est pas sûr encore. Ouais. Mais on est en train de voir pour voir s'il vient cette année, pour voir s'il peut faire ma graduation de 4e Barrette, quoi. D'accord. On va voir. Normalement, si tout se passe bien, il sera là octobre ou novembre. Oui, c'est vrai que ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. Moi, je le connais depuis plus de 20 ans. Je sais. David, je sais. Ouais, ce serait vous c'est des premières, quoi, à représenter le match ici, quoi. Donc, je sais bien. Moi, je trouve ça chouette, effectivement, que tu représentes de la Riva, que vous venez à 70 de Nantes, et avec une bonne vision. Il y a des bons compétiteurs chez vous. On a des gens qui sont très connus. Et de voir toujours avoir cette vision très positive de la compétition, comme tu l'as dit, on gagne, on perd, on participe. Et c'est un projet global commun sur lequel est portée toute la structure de la CFJJB, mais également tous les clubs qui y sont affiliés. Et encore merci d'être venus si nombreux depuis Nantes, parce que c'est quand même un vrai investissement. Pas facile. Merci à vous, quoi. C'est une belle organisation. Chaque année, c'est mieux. Donc, je suis très fier de participer de ça, quoi. Oui. Donc, si on peut aider avec la quantité d'élèves, on va aider, on va ramener, on va fortifier ça, quoi. C'est ça. Merci beaucoup. Merci. Allez. Merci. Salut Eric. Salut Dao. Je suis content de te faire l'interview parce qu'on se connaît depuis longtemps. Tu viens de la ville de mon cœur, donc voilà, je voudrais que tu fasses un peu connaître ton club, comment vous fonctionnez, où vous êtes, qui vous êtes, et puis un peu la perception que tu as de cette saison, de tout le travail qui a été fait par la CFJJB, comparativement aux éditions précédentes. Je sais aussi que tu as repris la compétition, tu as combattu à Barcelone, il me semble. Donc voilà, un peu tout ça, tes impressions. Ok, moi je m'appelle Eric Sadje, je suis à Toulouse, donc ville que tu connais bien. Et voilà, ça fait maintenant, ça va faire 20 ans qu'on a ouvert l'académie. On a lancé l'association là-bas, l'association Arania. Et petit à petit, mon professeur que j'ai fait venir à Toulouse, Yann Cabral, il est parti en Espagne, il s'est installé à Barcelone, du coup il n'est pas très loin de chez nous. On arrive à continuer à travailler avec lui. Et voilà, cette année on est venu avec un petit groupe, une vingtaine de compétiteurs, beaucoup de masters, mais je me rends compte qu'on a un bon niveau en master à Toulouse sur mes élèves en tout cas. On a beaucoup plus de masters, mais on arrive à faire des bons résultats. On est parti à Barcelone, comme tu disais, où on a pu se placer pas mal par équipe. Et les mecs ont vraiment montré qu'il y avait un bon niveau dans les couleurs et aussi en noir aussi. Moi j'ai gagné ma KT. On a une bonne saison sur ce plan-là. D'accord. Et justement par rapport à cette saison, si tu compares à la saison dernière, c'est quoi les évolutions que tu as observées peut-être en nombre de licenciés, en typologie de pratiquants, là j'ai l'impression, après je te dirais, là je viens d'arriver sur le championnat de France qui a l'air effectivement beaucoup plus grand que l'an dernier et toujours en pleine expansion, mise en place par la CFJJB. Au niveau de l'orga, ça a l'air top, au niveau de la représentation des athlètes, ça a l'air top. Et de ce point de vue-là, je peux que applaudir des deux mains sur la progression des championnats. Après, au niveau des pratiquants, moi en club,
j'ai une progression au niveau des gens qui débutent. Mais vraiment les loisirs, il y a beaucoup de loisirs qui arrivent. Le pool de compétiteurs, il n'est pas exponentiel comme peut l'être les pratiquants loisirs. Donc ça veut dire que quelque part, il y a une diffusion de la connaissance du jiu-jitsu en fait, dans le public. Tu vois, ça commence à être de plus en plus connu. Et je pense que, je ne sais pas combien il y a de licenciés à la CFJB, mais je pense que ça doit aussi aller en croissant. Et voilà, je pense qu'on est dans une phase vraiment importante du développement et il va falloir se placer pour comprendre et évoluer avec. C'est ça qui est un peu compliqué, c'est réussir à évoluer avec, sachant qu'en France, on a une situation un petit peu particulière administrativement parlant. Tu vois, c'est quand même toujours très compliqué en termes de papier, en termes de faire des choses. C'est pas aussi simple que dans des pays plus libéraux, on va dire. Et voilà, donc moi, là, j'essaie de mettre en place un système pour aider les gens en fait, qui sont dans une situation un peu particulière, qui veulent monter des clubs, qui veulent peut-être avoir un suivi technique, peut-être essayer de faire aussi des choses de formation plus pédagogique, tu vois, pour les aider aussi à être des bons professeurs. Et, parce que ce n'est pas tout le temps le cas, tu peux être un bon jujitsuka mais être nul en professeur, ça on le sait. Et j'essaie de mettre en place quelque chose comme ça. Je suis aidé, bien sûr, je ne suis pas tout seul, je suis avec des gens et j'essaie de me faire entourer au maximum. Et voilà, ça on est en train de le mettre en place et j'espère que dans les années qui viennent, on va pouvoir aider à notre manière les gens qui sont vraiment à la base, c'est-à-dire les professeurs. Ouais, j'ai vu une communication là, justement sur les réseaux de ce programme que tu voulais mettre en place et ça allait dans le sens de la question que j'ai posée, c'est quel était tes projets pour le futur? Mes projets, c'est ça. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est évidemment continuer à développer le club à Toulouse, qui est ma souche. Et aussi réussir, comme je te disais, en fait, moi j'ai commencé, j'étais en bas, je ne connaissais rien, j'ai appris le jiu-jitsu en faisant, j'ai appris à enseigner en faisant, j'ai connu des écueils, j'ai connu des échecs, j'ai connu des réussites. Et le chemin que j'ai fait, ça m'a donné un recul et ça me permet aujourd'hui peut-être de proposer cette expertise, on va dire, aux gens qui sont dans la situation où moi j'étais il y a 20 ans. Tu vois. Donc moi j'ai un recul sur comment créer un club et arriver à là où on en est aujourd'hui. Et encore une fois, je suis entouré de plein de personnes qui ont d'autres compétences et d'autres capacités que moi j'ai pas du tout. Tu vois. Et avec tous ces gens-là avec lesquels j'ai réussi à m'entourer, j'aimerais pouvoir développer un truc vraiment pour que quelqu'un qui a besoin d'aide, quelqu'un qui veut progresser en technique, quelqu'un qui veut devenir un bon prof, quelqu'un qui veut peut-être que son club prenne un petit peu d'ampleur et puisse se dire ah, ces gars-là, ils sont passés par là, ils peuvent nous aider, tu vois. En tout cas, ton club, ton histoire, ça me touche particulièrement parce que, tu le sais, je vais raconter ma petite histoire, mais j'ai commencé le jiu-jitsu brésilien en 98 à Toulouse avec le premier prof, César Gomez de David Perlouis, qui est venu et on était 3. Et bon, ça n'a pas tenu, donc il y a eu un club de Pancras. Et puis de voir que tu es venu et que tu as réussi à remettre le jiu-jitsu brésilien sur Toulouse. Et puis après, il y a Laurence qui est venu et tout. Enfin, je trouve ça chouette qu'il y ait eu un très beau relais, sur le développement du jiu-jitsu à Toulouse. Et en tout cas, merci à vous. Après, voilà, nous on a fait ce qu'on a pu. Moi, je l'ai fait par passion. Je l'ai fait parce que j'avais pas le choix, il n'y avait pas de club. J'étais une petite ceinture. Il fallait que je puisse continuer à m'entraîner, donc j'ai monté le club. Ça a pris de l'ampleur, mon prof Yann est arrivé, c'est devenu plus gros et voilà. Et comme il y a un écho, le public vient et qu'on essaie quand même d'être bienveillant avec les pratiquants, on essaie vraiment que ce soit, ils viennent pour se faire plaisir. Évidemment, il y a les compétiteurs qu'on va taper un peu plus dessus, mais les pratiquants lambda, il ne faut pas qu'on les oublie et c'est eux qui font que les clubs prennent de l'ampleur et que ça se développe, quoi. C'est marrant parce que le sujet des compétitions, c'est un sujet très particulier. J'en parlais avec les frères Olivier. Et c'est vrai que tu as des profs qui étaient des compétiteurs qui ne mettent pas tant de pression que ça à leurs élèves pour faire des compétitions. Et dans des clubs où vraiment ça pousse à faire la compétition et on se retrouve avec plein de gens en compétition et ça devient le circuit naturel de développement. Après, je pense que les compétitions, c'est une phase. C'est-à-dire des gens, ils vont faire la compétition 2-3 ans et ils vont arrêter. Il y a des gens qui vont arrêter, qui vont reprendre. Il y a des gens qui vont faire des compétitions tout le temps. Enfin, c'est quelque chose de très personnel. Ouais. C'est très personnel. Moi, je vois la compétition, j'en ai toujours fait. Donc, en gros, ça fait 20 ans que je fais de la compétition. Tu vois. Et quand j'ai eu ma noire, j'ai continué. Et là, c'est marrant parce que rétrospectivement, je vois
toutes les générations avec qui j'ai combattu, tu sais, je regardais les Lucioni, les Gaillard, les Parisiens et tous les profs qui sont en France de ma génération. S'ils ont fait de la compète, dans ma caté plus ou moins, je les connais, tu vois. On s'est pris, on s'est rencontrés. Et ça tisse des liens aussi forts, tu vois, entre les professeurs et entre les clubs. Mais c'est vrai que voilà, moi je ne force pas les mecs à faire de la compète parce que moi je suis un compétiteur, tu vois. Je vois le mec, il veut en faire, il peut. Il veut pas, je lui pose la question pourquoi et j'essaie de comprendre. Mais après, voilà, c'est une démarche qui est vraiment particulière et qui, à mon sens, est bonne pour améliorer ton jiu-jitsu. Mais c'est pas nécessaire, quoi. Moi, je dis, c'est mes petites pensées, mais je pense que, tu vois, il y a des sujets comme par exemple l'antifragilité. Et je pense que la compétition, c'est vraiment pour moi le symbole de l'antifragilité. Qu'est-ce que tu appelles l'antifragilité? C'est-à-dire qu'en fait, c'est des systèmes qui sont résilients et qui se détruisent et se reconstruisent rapidement par une expérience vécue. Et c'est-à-dire que quand tu rentres sur le tapis, avant de rentrer sur le tapis, il se passe plein de choses dans ta tête. Tu as du fantasme, tu imagines plein de choses. Le moment où tu mets le pied sur le tapis, tout ça disparaît et tu es retour au concret, au monde réel. Et tu sors de là en ayant des perceptions que tu n'aurais jamais imaginées 5-6 minutes avant. Et c'est ça pour moi l'antifragilité, qui est pour moi le contraire de la fragilité et qui n'est pas le synonyme de la robustesse. Donc, mais après, c'est mes pensées à moi. D'accord, c'est intéressant. Ce qui est bien avec le jiu-jitsu, c'est que tu peux développer, approfondir dans des domaines voilà, cognitifs, physiques, philosophiques à mort. Et voilà, ça c'est sûr que c'est quelque chose qui est très intéressant aussi. C'est ce que j'essaie d'expliquer aux gens, ce que c'est la compétition, enlever l'enjeu et leur expliquer que c'est l'accès à des choses, à une partie inconnue d'eux-mêmes. Mais encore une fois, sans pression, si les gens ne le sentent pas, c'est pas la peine. Ouais. Après, peut-être qu'il faut avoir un petit recul sur la compète pour en arriver là. Si tu leur parles de ça à froid. Ouais, moi j'ai eu un recul de 12 ans. Ouais, voilà. Mais je veux dire, toi tu peux, mais si tu viens parler à un mec. Quand je dis 12 ans, c'est que j'ai fait beaucoup de compètes, j'ai arrêté pendant 12 ans et j'ai repris il y a 5 ans. Ok. Donc, voilà, on en parle souvent à des copains, mais c'est marrant l'enjeu qu'on met sur les compétitions. C'est quelque chose de très personnel et c'est le truc qu'on n'effacera jamais. Tu as des perceptions que tu n'effaceras jamais et tu peux avoir fait 20 ans de compétition. Tu as toujours le ventre qui fait mal, la sueur froide. Après, les gens le prennent différemment. Ouais, moi j'ai réussi à. Enfin, j'ai réussi, je sais pas si c'est une réussite, mais maintenant j'y vais. Je vais comme à l'entraînement si tu veux. Ouais. Comme si là je vais à la salle en fait. Ouais. Demain je vais passer, je vais venir, je vais mettre mon kim et je vais faire comme je fais à la salle, je vais faire de mon mieux. Je vais essayer de faire mieux qu'à la salle. Je vais essayer de vraiment jouer avec les règles, de jouer la stratégie. Mais je ne me mets pas de pression inutile. C'est comme ça qu'il faut le prendre. Mais ce qui est fou, c'est que parfois tu te dis, tu le prends comme ça, tu fais un complet comme ça. Et en fait, a posteriori, tu te dis, mais non, en fait, j'étais vraiment stressé. Tu vois, mais non, en fait, c'était fake, tu vois, c'était un masque. Très étrange. En tout cas, merci Eric. Merci d'avoir fait plaisir. Eh bien écoute, on est parti. Comment ça va, Olive? Moi, ça va très bien et toi? Bah, ça va bien, ça va bien. Quel résumé tu pourrais nous faire de cette saison sportive 2022-2023 pour la MK Team? La saison, pour la saison? Ouais. Aussi bien l'académie, tes élèves que toi. D'accord, alors parfait. Que dire? Beaucoup de choses. Ça a été une belle année. Ouais. Beaucoup de bons résultats. Maintenant, il y a beaucoup de circuits. Alors, on a réussi à envoyer pas mal de compétiteurs dans différents circuits. Et bon, j'avoue que celui qu'on convoite, c'est quand même l'IBJJF et la CFJJB, dont ce championnat, dont on a beaucoup d'attentes. Et pour mon académie, sur Paris, j'ai envie de dire que le Jiu-Jitsu, ça grandit, ça croît de plus en plus et que j'ai beaucoup de passages. Il y a beaucoup d'écoles maintenant autour de la mienne qui prospèrent aussi, donc ça c'est plutôt bon signe. Pour tout le monde, voilà, tout le monde grossit. Et ce qui donne après lieu à des championnats avec de plus en plus de monde. Donc moi qui ai déjà regardé ça depuis très longtemps, le Jiu-Jitsu progresser, je ne peux être que content. Mais là je vois vraiment que cette année, ça s'est multiplié par deux. Là, là je sens, voilà, tout à fait. Et les gens connaissent mieux le Jiu-Jitsu brésilien, véritablement, alors pour plusieurs aspects. Mais je trouve que voilà, ça prend de l'ampleur, surtout en France. Et pour ma part, donc, la MK Team, c'est pas mal. Hein. Il y a un bon boom là, c'est beaucoup d'adhérents, donc très content. Et
cette augmentation d'adhérents, cette évolution d'adhérents, tu la vois principalement sur l'adulte masculin, ce qui était le public de base, ou ça grossit aussi sur les enfants, sur les féminines? Oui, c'est une bonne question. Il faudra qu'on regarde ça de plus près. Ouais. Mais principalement, j'ai envie de dire, pour ma part, c'est la révélation, c'est les masters. Okay. J'ai de plus en plus de gens entre 35 et 60 ans même qui pratiquent régulièrement, quotidiennement. Ensuite, les adultes, j'en ai, mais pas autant que les masters, et qui se dirigent vers la compétition, beaucoup moins en adultes. Avant, j'avais beaucoup de gens qui étaient très motivés pour faire de la compétition en adulte. Là, beaucoup moins cette année. Pour les enfants, par contre, là, j'ai envie de dire que ça prend de l'ampleur. J'en ai de plus en plus. Cette année, on a fini premier du championnat de la CFJJB chez les enfants, grâce aux affiliations de la MK dans toute la France, où ils ont fait un gros travail sur les jeunes et les ados. Et on peut le constater aussi, moi, au sein de la MK Team Paris, qu'il y a vraiment beaucoup d'engouement pour la discipline, malgré que ça soit très rugueux. J'ai envie de dire que la perte, on va dire, ça serait surtout sur les adultes compétiteurs. Là, j'en ai vraiment beaucoup moins. Ça s'explique pour plein de raisons, notamment le fait que c'est très dur d'être professionnel en jiu-jitsu brésilien. Donc c'est sûr qu'il faut s'accrocher pour en faire son métier ou devenir professionnel. C'est sûr. Voilà. Tu parlais de tes différents clubs affiliés. Si tu devais faire un calcul rapide, en regroupant toutes les MK Team en France, tu as combien d'élèves sous ta coupe? Je me suis posé la question et je n'ai pas le chiffre exact, mais je pense qu'on est bien au-delà des 1200, 1300 adhérents maintenant, en sachant qu'on a des écoles aussi en Outre-mer. Et comme j'ai dit aussi, donc dans la France, chaque école maintenant grossit x2. Donc imaginons que moi déjà j'ai à peu près 400 à 500 adhérents rien que sur mon club. Chaque affilié, à raison d'une dizaine d'affiliations, on a vite fait de tomber au-dessus des 1000. Voilà, j'ai pas fait le calcul, mais ça serait intéressant de le faire. Donc j'ai cette chance, c'est pour ça qu'aujourd'hui on est bien représenté sur ce championnat. C'est ça, parce que ce qui fait aussi votre force, c'est que tu as réussi à déléguer et il y a une capillarité dans toute la France. C'est ça. Là où la marque MK Team est voilà, c'est ça, c'est un peu comme, voilà, c'est ça, on va dire une marque française, c'est bien. Mais bon, c'est vrai que je fais beaucoup de récupération des clubs qui ont déjà un gros effectif et qui viennent se rattacher à la MK Team, par exemple pour les championnats comme ça, pour la MK Team France. Moi, je supervise et je viens faire des visites et puis aussi eux viennent sur des regroupements qu'on peut faire aussi sur Paris. Mais c'est vrai que c'est pas moi qui ai monté du tout toutes ces filiales, c'est des clubs récupérés où ils font du bon boulot chacun dans les villes où ça grossit. Je pense au Havre, Rennes en Bretagne, autour de Paris, à Osgore, à Nice où ça marche très bien. Donc grâce à eux surtout on a pu faire par exemple terminer premier pour les enfants, il a fait un gros travail. Le Havre fait aussi un beau travail aussi pour les jeunes. Il y en a d'autres, il y a toutes les écoles aussi de Rock the Mat, Grapplis, j'en oublie plein, il y en a beaucoup. Oui. Voilà, donc on a cette chance-là. Super. Et bonne question rituelle pour finir que je te pose tous les ans au même endroit. Je l'attendais. Voilà, celle-là, la fameuse. Non, ton ressenti par rapport à ce championnat de France, déjà qui est renouvelé dans ce lieu, voir autant de compétiteurs. Sympa. Toi qui es dans le circuit entre guillemets depuis un certain temps. Bien sûr. C'est quoi ton ressenti par rapport au travail accompli par la CFJJB et puis tous les clubs, que ce soit avec les présidents, les professeurs, voilà. Alors déjà pour la compétition, bon, on le voit maintenant, hein. On l'a déjà vu sur la dernière édition, hein. C'était déjà très classe, bien carré, structuré. Donc on sent vraiment que ça devient professionnel hein, jusqu'au bout. Hein. Ils réfléchissent à toutes les questions. On est perpétuellement en dialogue avec eux s'il y a des choses qui ne vont pas. Ils font attention à tous les détails. La multiplication des participants, hein, ça prouve que justement malgré soi-disant le prix, c'est quand même, ils viennent rechercher la qualité et ils l'offrent, donc ça donne envie d'y aller bien évidemment.
Ensuite, je ne sais plus ce que tu m'as demandé, la deuxième partie. Ressenti, toi, de voir un événement de cette envergure-là en France. C'est génial, c'est sûr que voilà. Effectivement, on peut voir qu'on n'a rien à envier aux compétitions internationales parce que 2000 participants, c'est énorme. Alors c'est vrai qu'au départ, il y avait une histoire de qualification des points pour les ceintures blanches-bleues. Avec les zones, maintenant il n'y a plus ce système, donc maintenant c'est ouvert à tout le monde. Donc là on voit que tout le monde s'inscrit maintenant sur ce championnat, donc c'est génial, je suis content pour eux, pour nous, parce que c'est ce qui nous représente, c'est notre fédération. Et puis aussi moi, pour ma part, je trouve que c'est sympa parce que cette fédération maintenant travaille aussi avec la fédération de judo, donc c'est dans le domaine aussi où je travaille. Donc ça permet de tout recroiser, donc je ne peux qu'être satisfait de la tournure dont prend les choses, cet événement et la direction de la CFJB, ça c'est certain. Et les participants des autres clubs, les images le montrent très bien que ça prend. Hein. Maintenant, on parle de mon club parce qu'on est nombreux grâce aux affiliés, mais on peut regarder Infinity qui sont aussi nombreux que nous, la Z-Team, WAO, j'ai toutes les autres équipes, hein. C'est conséquent, hein. C'est énorme. Hein. Donc voilà les amis. Bon super, merci beaucoup. Top, merci, à bientôt, l'année prochaine. Avant j'espère. Bien sûr. Bon salut Julien, comment ça va malgré la perte de voix? La voix cassée, écoute tout va bien, tout va bien. Il fait chaud, mais moins que l'année dernière. Ouais. J'ai la voix cassée et il est 13h48. Il est que 13h48. Ça va être long, mais je suis très content d'être là. Comme je le disais à David tout à l'heure, je suis vraiment content de participer aujourd'hui parce que c'est un très bel événement, on a beaucoup de compétiteurs. Et 12 tapis, c'est quand même unique en France, donc c'est cool d'être là. T'en as combien sur les 2 jours là, des compétiteurs? 67, 68. Ouais, c'est énorme. C'est beaucoup par rapport à certaines académies, c'est peu par rapport à d'autres. Ouais. C'est un bon contingent aujourd'hui. Toi, c'est dans ta moyenne, ouais, bonne moyenne. Je suis assez content. 67, c'est bien. Ça fait du travail pour nous, mais surtout, ça leur permet de prendre de l'expérience et c'est bien. Ok. Comment tu pourrais résumer ta saison, la saison de Gracie Barra à Paris? Je te vais faire un bilan. Danse. Danse, aussi bien en termes de compétition que de développement, que de travail au quotidien pour nous. Danse parce qu'on a la chance que le Jiu-Jitsu soit énormément en développement aujourd'hui, donc du coup on voit des nouveaux arrivants en permanence. Toi tu le ressens au niveau inscription? On le voit, on va pas se mentir, il y a un vrai engouement pour le Jiu-Jitsu aujourd'hui. Les gens sont en train de se rendre compte que, aussi bien pour les compétiteurs que pour les non-compétiteurs, les loisirs, il y a un développement très fort. En plus, nous on a beaucoup mis l'accent sur les femmes cette année, sur les enfants, donc on a vu aussi un public nouveau apparaître, qui est hyper riche et encourageant pour nous. D'ailleurs, on peut le voir aujourd'hui. On en a parlé avec d'autres clubs, effectivement, enfin pas forcément de la femme, mais en tout cas de l'enfant et de l'importance de commencer à les former tôt. C'est fondamental pour nous, parce qu'il y a une question de formation, mais il y a aussi une question de... C'est un moyen pour nous de prouver que le Jiu-Jitsu, c'est pas fait pour les compétiteurs, c'est fait pour tous. Ouais. Et c'est notre credo d'ailleurs, le Jiu-Jitsu pour tous. Donc on a vraiment cherché à pousser ça. Donc danse, parce que ça nous a demandé d'ouvrir des cours pour les filles, de travailler sur le développement des cours enfants. Là, on lance le programme avec des cours quotidiens pour les enfants, en after school, donc c'est beaucoup de travail. Après, en compétition, on danse aussi, parce qu'il y a beaucoup d'événements maintenant, et que ça peut nous permettre de les faire combattre quasiment toutes les semaines ou tous les 15 jours. Donc ça demande de mettre en place des moyens et du staff pour pouvoir le faire. Il y a une logistique derrière. Donc non, c'est danse, mais honnêtement, c'est du plaisir, j'en suis très content. Moi, quand j'ai commencé, on avait 3 compètes dans l'année, on se battait pour pouvoir faire les Worlds, et les Europes sont arrivés en Europe. Là, on a moyen d'aller combattre toutes les semaines, donc c'est super. Ce genre d'événement-là, c'est incroyable. Incroyable. Voilà, on en avait déjà parlé à l'époque des Europes, mais pour toi, en termes de qualité de plateau, d'accueil et surtout quantité de combattants, on est maintenant au niveau de l'IBJJF. On est sur un très très bon niveau. Je crois que c'est 2100 participants, plus de 300 black belts. Aujourd'hui, il y a peu de championnats qui peuvent se targuer de ça, donc pour le coup, bravo. Joli plateau. Bravo la CFJJB. Et je crois savoir que c'est encore une fois de plus en plein développement, je sais pas. J'ai cru entendre parler d'un nouveau lieu. C'est vrai. En fait, on s'est rendu compte qu'on avait besoin de densifier encore notre offre. Conclusion, on avait déjà l'académie Place de Clichy. Ouais. On a ouvert celle de Paris-Vaugirard, Porte de Versailles, il y a 3 ans. Et là, on pousse les murs. Donc on a décidé d'ouvrir à partir du 4 septembre, Paris, Porte de Champéret, qui sort de terre. À un moment où je vous parle, j'ai travaillé encore sur les plans il y a quelques semaines pour pouvoir là, on construit les vestiaires cette semaine. Ok. Et donc c'est dans Paris, ça reste dans Paris. Porte de Champéret, 4 septembre, 15 boulevard Gouvillon-Saint-Cyr. Ok, d'accord. Bon. Donc c'est un joli challenge pour nous.
sachant que là, on va être en plein dans l'implantation de ce qu'on veut mettre en place, c'est-à-dire plus de cours filles, cours pour les kids tous les jours, plus de jujitsu, une vraie offre par rapport à ça, pour profiter aussi de ce hub qui est en train de se créer sur l'ouest parisien, notamment sur la Porte Maillot, pour justement aller chercher un public qu'on n'avait pas jusqu'à présent. Ouais, c'est vrai que vous arrivez à bien vous développer. Et en parlant de développement et de knowledge par rapport au grand public et à ce qu'est le JJB, j'ai vu aussi que tu faisais de plus en plus d'incursions chez nos amis d'RMC. C'est vrai. Et ça permet d'évangéliser et d'expliquer. Parce qu'il y a un engouement autour du MMA qui est médiatique, mais je pense que le JJB peut aussi tirer son épingle du jeu. Il y a un engouement qui est très fort aujourd'hui et les gens sont de plus en plus connaisseurs. J'en parlais avec Royce quand je l'ai interviewé il y a un mois. Il me disait maintenant les foules sont éduquées. Et puis finalement la grosse différence entre il y a 20 ans, le début du MMA et aujourd'hui, même un peu plus de 20 ans, c'est l'éducation des foules. Aujourd'hui les gens commencent à comprendre en fait, c'est plus juste de la bagarre. C'est en effet là il y a plus de jiu-jitsu, plus de muay thai, plus de lutte. Et du coup l'intérêt de consultants comme moi, c'est de pouvoir expliquer aussi en détail certains points. Oui, de montrer le dessous des cartes. Exactement. Mon job ne sera jamais d'être un présentateur, j'ai pas ce talent. Jonathan avec qui je travaille, Alexandre aussi, ils ont ce talent. Moi, mon job, c'est vraiment de cerner certains éléments. Et je prends beaucoup de plaisir à ça. Exactement, vulgariser les choses et prendre du plaisir à ça. Et c'est vrai que c'est cool. C'est un élément que je n'avais pas pensé dans ma carrière, mais j'avoue que je prends beaucoup de fun à le faire. Je pense que c'est très sympa à faire et très utile aussi pour justement ce côté passage de flambeau. Après, j'ai une super team sur RMC parce qu'honnêtement, entre John et Alex, c'est facile après, ça roule tout seul. Bon, donc pour les gens qui veulent retrouver Gracie Bar à Paris, donc... Place de Clichy, au 7 rue Ganneron, 374 rue de Vaugirard, porte de Versailles, et maintenant 15 boulevard Gouvion-Saint-Cyr, dans le 17e. Mais sinon, tout sur nos Instagram, Gracie Bar à Vaugirard, Gracie Bar à Paris HQ et Gracie Bar à Champéret. Bon, bah super. Merci à vous. Eh ben, merci Julien. À bientôt. À bientôt. Bonjour Salah. Bonjour, ça va? Ça va? Qu'est-ce que tu as entre les mains? Tu veux le mener demain sur le tapis? Ouais, je veux l'amener. En fait, c'est une planche que j'attendais depuis un moment. C'est la planche public domaine. En fait, c'est une planche. Les gens n'ont pas fait attention, mais il y a plein de termes de Jiu-Jitsu. La première planche qui avait été faite, elle était kiffante. C'était Elio qui portait, je crois que c'est Rickson. Rorion qui portait Rorion. Du coup, celle-ci, je l'avais prise. Celle-là aussi, ça va être de la déco. Ça va être dans ma future académie au mur. Ah, très bien. Alors, parle-nous de ta future académie. Ben, on est en train de chercher, on est sur Strasbourg, on est près de 300 licenciés dans le club et du coup ouais, le club évolue super bien, on a beaucoup de compétiteurs, on a des non-compétiteurs, on a vraiment fait un club familial où les gens se sentent bien. Les tatamis sont devenus trop petits, donc maintenant on cherche quelque chose de plus grand histoire de pouvoir dissocier les cours. Justement, tu sais, l'objectif des interviews qu'on va faire là pendant ces 2 jours, c'est aussi de demander aux parties prenantes de notre sport de faire un bilan par rapport à l'année dernière. Qu'est-ce qui s'est passé cette année? Quels sont les plus? Quels sont les apports positifs apportés par la CFJB/IBJF pour vous, professeur? Qu'est-ce que vous observez comme changement et les axes d'amélioration? Nickel. Mais en fait, vraiment, nous, on voit par exemple, je vais te parler perso de mon club, je vois qu'en fait, le nombre de licenciés a augmenté de manière exponentielle, si tu veux. On a progressé comme la CFJJB progresse. Ce qui a plu par rapport à l'année dernière, ça s'est professionnalisé, on le voit. Hein. C'est de plus en plus, c'est des compètes qui sont de mieux en mieux organisées, tout est calibré, tout est calculé. Et du coup, on le voit, on l'a vu sur les Europes, on l'a vu à la Coupe de France Nogi, on l'a vu ici. Beaucoup de participants, énormément de combattants dans toutes les catégories. Moi, je suis en Master 3-4, en ceinture noire, on est 13-14. Ça, il y a 10 ans, j'étais seul, on était 2. J'étais pas noir, mais voilà. Mais non, vraiment, on voit que c'est la professionnalisation en fait du sport, vraiment. Et puis il y a encore des choses qui vont arriver, les diplômes déjà qui sont arrivés, les CFEB. L'année dernière, on a accueilli le CFEB, on a formé juste dans le club 9 nouveaux instructeurs. Donc du coup, ces personnes-là sont aussi capables demain de prendre des cours enfants, de prendre des cours débutants intermédiaires. Et ça, au niveau des institutions, des mairies, des choses comme ça, mais c'est un gage de sécurité, c'est un gage de sérieux d'une fédé, quoi. Voilà. Bon, super. En tout cas, des belles choses. Content de te voir combattre demain. Merci. Tu vois, la réflexion que je me faisais, comme tu l'as dit, c'est que les Masters 3, 4, 1, 2 sont très remplis. On a un sport où on a une maturité aussi des compétiteurs, des gens qui reviennent à la compétition.
Et probablement que si ça évolue comme ça, ils vont vraiment séparer les Master 3, 4, 5. Parce que voilà, Master 5, c'est une catégorie qui est apparue cette année. Nous, on y sera à un moment donné. Ce serait toujours un grand plaisir de pouvoir continuer à combattre. Et puis surtout de voir des gens comme toi, aussi investis, avec autant d'énergie positive, une vraie vision du jiu-jitsu et qui a compris ce qu'a apporté le cadre CFJB, qui par ces résultats qui sont évidents et qui sont mesurables, a réussi à faire ce qu'on voulait faire. Merci beaucoup. Merci en tout cas pour tout ça, merci pour ces interviews. Ouais, donc je m'appelle Rodolphe Olivier, je donne des cours avec mes frères, ça fait un moment qu'on est dans le jiu-jitsu brésilien. Je suis ceinture noire 3e degré. Et voilà, on a 2 clubs en gros, un qui s'appelle Gokudo qui est région parisienne sur plusieurs sites, et mon frère qui est dans le club historique de Vincennes que tu connais bien. Voilà, cercle ici. Je voulais discuter avec toi de ta perception de la saison déjà. En plus, vous trois, ça fait longtemps que vous êtes dans le circuit, vous avez repris le club mythique du cercle ici. Donc vous avez tous ces paramètres qui vous permettent d'avoir une vision avec énormément de recul sur le jiu-jitsu et son évolution, et je voulais avoir tes impressions sur tout ça, sur la compétition. Mon impression, c'est que depuis la fin du Covid, ça a explosé en fait. Je pense. Bon, déjà, il y a eu le fait que les gens retournent au sport, qu'ils avaient arrêté pendant un moment de s'entraîner. Et puis il y a eu l'émergence de l'UFC qui est venu à Paris, Cyril Gane, commençait à avoir des mecs connus, même Cédric Doumbé, etc. Donc ça fait connaître le sport, c'est devenu assez populaire. Et il y a de plus en plus de monde un peu partout, je crois. Il n'y a qu'à voir la compétition, là. Plus de 2000 participants, donc c'est énorme. Et donc vous êtes tous les 3 enseignants au cercle tissier? Non, il n'y a que mon frère Thibaut qui a vraiment repris full time, enfin voilà, il fait ça tout le temps, au cercle tissier. Nous, moi et Maxime, mais Thibaut il vient aussi, on est surtout en région parisienne, au Gokudo. C'est où le Gokudo? Il y a des échanges quand même. On est à Gennevilliers, Beson, Argenteuil. Ah oui. Voilà, et on est en train d'essayer d'avoir une salle privée en fait aussi. D'accord. Parce que c'est vrai que, moi je vous connais parce que je suis dans ce sport depuis longtemps, mais vous ne faites pas forcément beaucoup de bruit, j'ai envie de dire. Et pourtant, je pense que vous êtes parmi ceux qui ont fait le plus de compétitions. Ouais, il y a une époque on en faisait beaucoup, mais après c'est cyclique. Il y a la phase où tu t'entraînes beaucoup, tu es compétiteur, après tu deviens un peu plus enseignant. Donc voilà, là on est plus dans la phase où on devient enseignant. Puis, avec l'âge forcément. Est-ce que vous n'avez pas envie de reprendre la compétition parce que vous étiez vraiment fort Non, moi c'est compliqué, maintenant j'ai 2 enfants en bas âge. Je pourrais, mais je ne serais pas dans la condition que j'aimerais être. Donc après mes frères, je pense qu'ils pareil, ils veulent se consacrer sur l'enseignement. Et puis maintenant ça a un peu changé, donc il y a plus de compétition, on essaie de former vraiment des élèves pour qu'ils soient prêts à affronter le niveau qui a largement évolué. Vous avez combien d'élèves en tout? Au Gokudo, on est entre 150 et 180, ça dépend des saisons quoi. Là on se rapproche des 180 parce que ça a vraiment explosé. Puis on a lancé un club enfant où il y a beaucoup de monde. Et au cercle tissier, ils doivent être 350, comme ça. Et il y a beaucoup de compétiteurs chez vous? Non, c'est une minorité. Voilà, on est venu à 70 avec les 2 clubs. Mais au final, 70 sur 350 plus 180, bon, ça reste minoritaire. Mais on ne pousse pas forcément les gens à faire de la compétition. On a un noyau dur qui y va, on les accompagne. Et voilà, on essaie de préparer les compétiteurs, aussi les gens qui sont là en loisir. Voilà, c'est super intéressant ce que tu viens de dire parce que on sait, pour ceux qui connaissent le milieu, vous trois, vous étiez des sacrés compétiteurs et vous faisiez très souvent sur les podiums. Ouais. Et vous avez combattu des gens très forts. Vous savez encore de combat contre Michael Langui. Voilà, on a tous les 3 affrontés. Oui, bien à une époque, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on était ceinture noire assez jeune. Et à une époque où il n'y en avait pas beaucoup en France. On s'est vite retrouvés à combattre à l'international parce qu'en France, on était toujours les mêmes ensemble. Donc, on connaissait beaucoup les personnes qu'on affrontait. Il y avait les frères Akakovi, David Pierre-Louis, Calesco, enfin tu les connais tous, toi aussi d'ailleurs. Et puis on s'est retrouvés à être beaucoup à l'étranger et là, il n'y avait pas trop les catégories master, donc on se retrouvait, on n'était pas encore master d'ailleurs, donc on se retrouvait à affronter vite les meilleurs. Et oui, on a affronté Langui, Leandrolo, enfin plein. Les gens ne savent pas que vous avez affronté tous ces gens-là. On a perdu à chaque fois. Hein. Oui, mais bon, c'est une sacrée expérience. Oui, et ça nous a permis de... Et pour autant, de ce que tu exprimes de votre enseignement, il y a beaucoup de
compétiteurs, mais vous n'avez pas forcément la volonté de les pousser absolument à la compétition, comme on Non. peut observer dans d'autres clubs où Non. les profs sont en train de pousser tout le monde à la compétition. Non, parce qu'en fait, faut que ça vienne quand même des personnes. C'est bien de les motiver, d'essayer de les entraîner, mais il y a beaucoup, c'est un sport individuel déjà. Donc il faut avoir envie. Donc si une personne, on sent qu'elle a les capacités et tout, éventuellement on va la pousser. Mais une personne dont on sent qu'elle est là en mode loisir complet, voilà. Et certains, ça peut les décourager aussi. Parce que la compétition, c'est dur, le niveau il a vraiment explosé. Si tu viens, tu te prends une clé de bras, tu te fais mal, ça peut en décourager certains. Donc il faut trouver le juste milieu en fait. Et là, qu'est-ce que tu étais venu l'année dernière à la Ouais, compétition je viens chaque année. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses de l'évolution par rapport à C'est classique de le dire, mais le niveau il augmente chaque année, ce qui est logique. Là, je pense qu'on n'est pas encore arrivé à la maturité du sport, au pic, mais on s'en rapproche là. Ça commence à être. Déjà, maintenant, il y a des. C'est-à-dire qu'en ceinture adulte, quelle que soit la ceinture en adulte, faut limite avoir consacré sa vie à ça. Si tu veux gagner en adulte bleu, quelle que soit la qualité de poids, il faut que ça soit presque ta vie le jiu-jitsu. Tu t'entraînes sérieusement, plusieurs fois par jour, tu suives ton alimentation, tu fasses régulièrement des compétitions sur la saison. Voilà, ça c'est quand même vachement professionnalisé, donc ça devient de plus en plus dur. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci beaucoup. J'aime bien ta vision. C'est sympa. On a fait pas mal d'interviews et à chaque fois que je finis, il faut absolument que j'ai un des frères Olivier, tous les trois. Merci. Pour discuter parce que vous avez tellement d'expérience. Merci à toi, tu te mets pas en avant, mais je te connais depuis le tout début. Tu as arbitré un de mes premiers combats aussi. J'ai dit ça à François Laurent tout à l'heure, mais toi tu as arbitré contre l'âme, je sais pas si tu te rappelles. Ah oui, il y a longtemps. J'avais combattu contre l'âme et c'est toi qui arbitrais, je me rappelle. Ça marche, Dao. Salut David, ça va? Salut, Dao. Est-ce que tu pourrais te présenter ton club, un peu ton histoire dans le jiu-jitsu brésilien? Alors moi, je suis le professeur de la MK Team au Havre. J'enseigne depuis 2001. Et voilà, quoi, en gros, je suis ceinture noire deuxième degré chez Olivier Michalesco. Et voilà, là j'ai ramené 13 gars aujourd'hui pour le championnat de France, que je trouve très beau, très grand, très bien organisé. Et donc club au Havre, donc tu as combien d'étudiants? On est une quarantaine avec une petite vingtaine d'enfants. On se développe petit à petit parce qu'on est une petite ville. Et donc c'est pas, en termes de visibilité, c'est pas évident pour nous. Parce que c'est pas trop connu du coup. C'est pas comme si il y avait beaucoup d'académies et là tout le monde entend parler du jiu-jitsu brésilien. Mais bon, ça vient petit à petit parce qu'il y a aussi des assos au Havre qui montent des assos de MMA. Et donc ils ont besoin de professeurs pour le sol. Et donc ils font appel à moi dès la saison prochaine. Je vais aller dans des assos de MMA pour faire des cours de sol. Et tu fais des compétitions également? Oui, la dernière compétition que j'ai faite, c'est en Master 4, c'est le championnat d'Europe, où j'ai fini vice-champion, où j'ai perdu ma finale de 2 avantages. Super, belle performance. Ouais, j'étais très content. Et donc vous êtes un club de compétiteurs? Oui. Après, je force pas tout le monde, mais en ce qui concerne les jeunes et tous ceux qui veulent faire la compétition, bah, je les encourage et je les accompagne toujours. Que c'est très important Moi, en fait, j'aime transmettre, mais je sais aussi que c'est important de les accompagner. C'est pas juste les former et après qu'ils aillent tout seuls. Donc moi, j'accompagne toujours, qu'il y ait même une seule personne, bah, je viens avec lui pour le coacher. Écoute, tu as dit que tu avais commencé en 2001, c'est ça? Donc, Oui. Tu fais quand même partie des très anciens? Oui. Donc, Quand j'ai commencé, Emmanuel Fernandez, ton professeur David était violette. Et j'ai même participé au premier championnat d'Europe en blanche en 2004 aux Europes. Le tout premier. Le tout premier où j'ai pu finir 3e. J'étais un des seuls Français, je crois. Ouais, bah, c'est très rare à l'époque de faire des podiums. Ouais. Les compétitions étaient dures, on n'avait peut-être pas le savoir que. Excusez-moi, désolé, on n'avait pas le savoir qu'on a maintenant. Qui est aujourd'hui. C'est vrai qu'au début c'était dur de passer un tour, parce que c'est passé un tour. Donc, Et c'est surtout aussi en termes de participants, où là il y avait 300-350 compétiteurs en 2004. Alors que là, moi quand j'ai fait celui de 2023, où là on était plus de 5000, c'est là qu'on voit vraiment l'ampleur et l'évolution du sport. On peut pas dire que le jiu-jitsu brésilien n'évolue pas.
ça serait mentir. Rien que de voir ici, en France. Et déjà, qu'est-ce que tu vois par rapport à l'année dernière? Tu as été là l'année dernière? L'année dernière, j'étais là. Alors déjà, il y a un point qui reste le même, c'est la chaleur. Mais on ne va pas se plaindre, il fait chaud. Par contre, je pense que cette année, il y a beaucoup plus d'inscrits. Parce que l'année dernière, c'était une journée pour les enfants et une journée pour les adultes. Et là, en fait, il y a tellement d'adultes que je pense que la CFJB est obligée de le faire sur les 2 jours. L'année dernière, ils avaient fait les enfants, le gui et le no-gui. Oui. Et cette année, ils ont séparé le gui et le no-gui. Et c'est vrai que les masters, les catégories, elles ont explosé. Donc peut-être qu'ils vont penser à splitter parce que voilà, ça ramène encore plus de monde. Mais c'est vrai que ce qui est beau dans notre sport, c'est un sport où j'ai vu là des catégories où les gens en blanche, bleu, sont relativement âgés. Enfin, dire âgés, ils sont master 3, 4, 5. Et c'est super de voir que ça se démocratise à ce point-là. Peut-être qu'il y a des gens qui n'ont jamais fait de sport et qui décident de reprendre le sport à 40, 50 ans. J'ai vu, il y a pas mal de Master 5. Et moi, ce que j'aime bien dans notre discipline, c'est qu'en fait, il n'y a pas de limite d'âge. C'est-à-dire que c'est un peu comme au tennis. C'est de 7 à 77 ans. C'est ça qui est beau. C'est qu'on peut toujours continuer à se faire plaisir, même à arriver à un âge comme 50 ans ou même 60 ans. Et j'espère pouvoir continuer jusqu'à cet âge-là. C'est tout ce qu'on nous souhaite en fait. Oui, c'est vrai. Un petit paquet à penser comme ça. En tout cas, merci beaucoup pour ton investissement. Mais de rien. Quelqu'un d'investi, passionné, et puis de voir que, voilà, tu développes ce sport-là et que de toute façon tu as bénéficié du tremplin de la CFJB. Bien sûr, oui. Avec des associations que tu vas faire avec les clubs en MMA, notamment pour leur apporter ton aide et ton savoir sur le sol. En tout cas, merci beaucoup. Mais de rien. Merci à vous. Écoute, là, c'est la plus grosse compétition qu'il y a eu en Europe, c'est extraordinaire de voir ça. Vraiment, la CFJB fait un travail extraordinaire. Je pense qu'on peut vraiment féliciter David Giorsetti, toute l'équipe, que ce soit sur les tatamis ou au niveau administratif pour le travail qu'ils font. Les différentes compétitions permettent d'avoir un circuit vraiment construit, à tout le monde de se tester, de se présenter prêt pour les championnats de France. Les championnats de France, je pense, n'auront jamais été aussi relevés, donc ça va être vraiment compliqué de savoir qui sortira vainqueur de cette compétition. Mais en tout cas, ça ne peut que servir la discipline Jiu-Jitsu. Alors justement, qu'est-ce que tu relèves de particulier, typiquement sur cette saison-là et notamment sur la compétition d'aujourd'hui? Qu'est-ce que tu vois peut-être de différent ou qui est en train d'émerger Il y a de plus en plus de personnes qui reviennent à la compétition, qui n'ont jamais fait de compétition et qui viennent à la compétition. Et je pense qu'il y a un engouement qui se fait alors que c'est une situation de stress que la plupart des gens ne cherchent pas à vivre. Il y a une hype, pour parler simple, il y a une hype autour de la compétition, de la discipline, du fait de faire valoir ses couleurs et de se prouver quelque chose. Donc c'est plutôt bien. Et justement par rapport à Infinity, avec François, vous pilotez ce club depuis de nombreuses années et on le sait, hein, pour y être, ce n'était pas initialement un club compétiteur. Et qu'est-ce qui a fait que voilà, il y a eu cette bascule et cette... je compare avec d'autres clubs qui me disent clairement qu'ils ne veulent pas forcément pousser les gens en compétition. Qu'est-ce qui fait qu'Infinity, il y a eu cette impulsion À la base, on était très compétition, qu'on était NCU, puis au début d'Infinity, ensuite il y a eu des aléas qui ont fait qu'on a essayé de se recentrer sur le fait de faire vivre le club. Et puis là, on va dire qu'avec l'afflux de jeunes, avec quelqu'un comme Claire France qui pousse, avec le fait que les ceintures noires se remotivent, que l'ambiance on va dire, a changé, on se tire un peu plus la bourre, qu'il y a Fabien qui est toujours dans cet axe d'excellence en Nogi. Bon, je pense et en lutte à livrer, donc je pense je pense que ce sont tous ces éléments-là qui ont permis de refaire émerger cette volonté d'aller en compétition. Alors on voit que vous êtes de plus en plus présent au travers de tous les événements, des partenariats, des alliances qui sont faites avec d'autres académies de MMA. Vous êtes associé au MMA Factory. Quelles sont les actualités pour la saison à venir d'Infinity ?
François a pris en charge la préparation de certains athlètes et j'y participe également lorsqu'il me le demande. Donc l'actualité en termes de MMA par rapport aux professionnels, c'est de toujours savoir quelles sont leurs actualités pour faire en sorte qu'ils soient prêts. Je vois certaines critiques à certains moments en disant mais lui il ne fait pas de jiu-jitsu. Non, ils ne font pas de jiu-jitsu. La plupart ce sont des kickboxers, des boxeurs à qui on apprend à ne pas se faire soumettre, à qui on apprend à fuir et à rester en vie. Donc de ce côté-là on est plutôt satisfait. Après par rapport à la saison, là on clôture la saison avec les championnats de France. Et on fera en sorte d'être encore plus présent sur les prochaines compétitions et d'avoir de bons résultats. Certains et certaines ont eu des petites désillusions. Ces personnes reviendront encore plus fortes, donc toujours monter. Et l'année prochaine, comment ça va se structurer? Donc, il y aura toujours le site de Paris. Comment vous organisez avec les différents clubs? Nous essayons de voir si nous pouvons faire autre chose. On voit si on peut ouvrir quelque chose d'autre. Pour l'instant, on reste sur le projet. Et j'espère pouvoir apporter de bonnes nouvelles très rapidement une fois que ça sera très concret. Ok, on attend ça avec impatience. Merci David. En tout cas, merci David. Merci. Bonne chose pour demain. Merci. Toujours là, toujours en train de combattre. C'est magnifique de se voir. J'ai envie de dormir. Allez. Bon Marwan, comment ça va? Ça va super, écoute. Écoute, d'une année sur l'autre, on se retrouve, on est toujours voisins. C'est ça, on t'attend toujours sur la côte basque. Eh ben, promis, je vais venir. Ouais. Je vais revenir parce que je suis déjà venu. Ah ok. Comment s'est passée l'année pour vous, aussi bien sportive avec le club que pour la marque? Super, écoute, on a fait 2022, c'était une très belle année pour nous. Pas mal de changements puisqu'on a changé de bureau, de locaux. Le fameux nouveau lieu. Voilà, on a de nouveaux quartiers généraux. On a déplacé les bureaux de Biarritz à Anglet. Okay. Et on a voilà, un plus grand showroom, un tatami beaucoup plus grand qu'avant. On a des bureaux. Mini-rampe, on n'a pas pu la caler. C'était soit une belle mini-rampe, soit un beau tatami. On est parti sur le beau tatami parce qu'avoir une petite mini-rampe, ça ne le faisait pas. D'accord. Voilà. Ok. Quels sont toi, tu le vois, puisque tu proposes aussi bien du geek, du no-gi dans ton offre et du lifestyle. Est-ce que tu sens qu'il y a un des deux segments qui commence à prendre plus le pas sur l'autre? Est-ce que les gens sont plus consommateurs, selon toi, de no-gi ou de gi? Franchement, je ne vois pas la différence aujourd'hui. Je vois la différence sur les compétitions, ce que je vois sur les réseaux et autres. Donc on voit quand même qu'il y a pas mal d'engouement aux États-Unis pour le no-gi avec des compétitions hors IBJJF. Moi, au niveau commercial, sur mes produits, je ne le vois pas. Je vends autant de kimono que du no-gi. Ok. Voilà. D'accord. Et comment ça se passe côté club? Vous êtes donc avec... On est avec Yannick Beven depuis 1999. Ah ouais, donc ça fait beaucoup de temps qu'on est avec lui. C'est un pote de 30 ans. Moi, je suis surfeur. Quand j'étais gamin, c'était le surfeur pro du coin. Voilà, c'est un des premiers qui est arrivé en France avec le Jiu-Jitsu. Aujourd'hui, il est ceinture noire 4e dan. Il aurait pu être 5e dan, mais c'est juste qu'il n'a pas fait les diplômes en temps, mais sinon il serait déjà 5e dan, tout simplement. Et le club, est-ce que vous sentez qu'il grossit et qu'il est un peu à l'image de ce marché qui commence à se développer? Ou est-ce que vous gardez ce côté un peu, on va dire, je dirais pas élitiste, mais alors c'est vrai. Côté un peu où vous défendez votre ADN Voilà. Donc déjà, par rapport au fait qu'on a un plus grand tatami, on peut accueillir un petit peu plus de monde, mais on n'est pas du tout commercial. Donc on continue quand même à filtrer un petit peu les gens qui viennent, et on a un petit côté élitiste, c'est la réputation qu'on a, et d'un parce qu'on a les enseignements de Yannick, et puis c'est vrai qu'on a quand même pas mal de surfeurs pros qui viennent, on a Vicente Lizarazu qui s'entraîne avec nous depuis longtemps, on a quand même des figures, et on essaie d'avoir un club plutôt bien équilibré. Oui, que ce ne soit pas la tournée des selfies à chaque cours. Pas de tournée de selfies, et surtout des mecs sympas. C'est ça, on peut être une célébrité, on peut être inconnu totalement. C'est pareil pour nous, il faut que ce soit des gens bien. Ouais. Le reste, on s'en fout. À partir du moment où tu partages le même ADN. Exactement. Tout le monde peut rentrer, mais c'est juste l'ADN qui rentre. Voilà. Okay. C'est quoi les nouveautés produits de Moscova pour cette saison, cet été? Nous, on continue, on est marre de caleçons à la base. Donc on vend beaucoup de caleçons. On a les nouveautés, bon, c'est des couleurs, c'est les couleurs du moment. Après, on sort toujours des kimonos en série limitée, un par an. Quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. Et ça se vend très bien. Celui de cette année, c'est un kimono noir et blanc avec du palmier bleu. Il a cartonné, on voit qu'il est parti plus vite que d'habitude. Voilà, après on continue notre rythme tranquille. Nous on fait les produits que nous on met, pas des produits qu'on veut vendre, mais des produits que nous on met, que nos athlètes mettent.
Le reste, les jeans, les chemises, tout ça, on s'en fout. Et en parlant de produits en série limitée, vous avez aussi réalisé une collab avec Artiste Martial. Ça date de fin 2022. Ouais. On a fait une collab qu'on appelle sur un kimono de voyage. Donc nous, on a porté ce petit côté surf, lifestyle, on voyage beaucoup. On va dans des endroits tropicaux. Donc du coup, on a besoin d'un kimono léger pour être dans les bagages et que ça ne prenne pas trop de poids et en même temps qu'il ne soit pas trop lourd pour pouvoir s'entraîner dans des endroits chauds. Et ils ont porté toute leur identité et leur savoir-faire sur les kimonos. Ça fait une très belle collab. Les kimonos se sont vendus grosso modo en quelques jours. Parfait. Et dernière question, donc pour ceux qui veulent tenter de venir s'entraîner avec vous, ou en tout cas sinon venir acheter des caleçons ou un kimono, ils vous retrouvent donc maintenant à Anglette, à côté des plages. Pas trop loin du surf, bien sûr. Pas trop loin du surf. Et il faut quand même rappeler pour ces gens qui seraient amenés à venir que par contre s'il y a des vagues, vous êtes fermés. Alors voilà, c'est sur rendez-vous. On est là assez souvent quand même, mais s'il y a des vagues, c'est sûr que c'est fermé, il n'y a rien à faire. Et sinon, vous nous envoyez un petit message sur Moscova Europe sur Instagram ou sur l'email et on vous répond vite fait et on essaie de trouver un moment. Un créneau, super. Voilà, sans problème. Et ben merci beaucoup. Avec plaisir. Et puis on se revoit soit chez vous, soit l'année prochaine. Bien, on vous attend. Tous les deux. J'espère que ça sera chez nous. Hein? Ok, moi aussi. Merci Fred. Super, merci. Merci pour tout. Et ben salut David. Salut Fred. Et Public Domaine. Et Public Domaine. Voilà. Merci. Ça va. Bon, quel est ton ressenti de président de fédération à quasiment la moitié de cette finale du championnat de France? Mon ressenti, c'est... En fait, il n'y a pas de mots. C'est tellement magique ce qui arrive. En fait, depuis le début, je vois, comme j'ai dit, il y a 2100 inscrits compétiteurs à ces compétitions sur 2 jours. C'est vraiment énorme. Ça place la compétition sur la plus grosse compétition de Guy sur toute l'Europe sur un week-end. Donc c'est vraiment énorme. Et je vois tous ces gens, ces compétiteurs, les profs, l'engouement qui a à venir sur l'événement. Tout le monde qui crie, qui coach, qui prennent des médailles, qui se prennent en photo, qui vont au stand. Il y a des stands de partout, à tous les angles. Les gens qui se revoient de longue date et tout. Les championnats dernière qui vont peut-être affronter les futurs champions. C'est vraiment magique. Le mot, c'est même pas un ressenti. C'est que dès que je passe, j'ai personne bravo, félicitations. C'est vraiment un sentiment. Il faut être là pour voir. Tout le monde est content. C'est la fête du jiu-jitsu en fait. Donc, je vais pas dire que c'était un rêve. Depuis le début, tu me connais depuis longtemps, j'ai toujours œuvré dans ce sens-là. On a vu l'année dernière, eh ben, ça se déroule exactement par rapport au plan de développement du JJB en France. On peut vraiment dire maintenant, actuellement, que le JJB, c'est plus comme il y a 5 ans, ni comme il y a 8 ans, et ni comme il y a 3 ans. On a fait un bond exceptionnel. On se rappelle tous, il y a 10 ans, tu fais du JJB, de la capoeira. Tu fais du JJB il y a 5 ans, mais du jiu-jitsu, non, brésilien. Là, on est passé vraiment, tu fais du JJB, oui, du JJB, ouais, les Gracies, le truc, combat au sol. Il y a vraiment une explosion. On a quasiment doublé en nombre de licenciés, en nombre de clubs, n'en parlons pas. Il y a le développement sur les projets pour les formations des profs, etc. Il y a la première équipe de France. Il y a vraiment une émulation, vraiment quelque chose qui s'enchaîne de jour en jour. Il y a un des thèmes d'ailleurs qui est revenu chez certains des coachs qu'on a interviewés, c'était aussi l'importance de la formation des jeunes pour commencer dès maintenant à prendre des enfants à 6, 7, 8 ans et les accompagner pour en faire des ceintures bleues qui vont arriver en adulte à 17, 18 ans et qui auront le niveau qui est celui, qui ont déjà pour certains d'ailleurs, dont ceux qui ont intégré l'équipe de France, le niveau des petits prodiges qu'on regarde sur internet à l'étranger. C'est ça. Nous on est là pour faire bénéficier les athlètes, les nouvelles générations de notre expérience au fur et à mesure des années. On fait partie vraiment des pionniers. Donc nous on est arrivé, on a commencé jiu-jitsu sur le tard, 25 ans, 28 ans, 30 ans. Donc quand on arrive en ceinture noire, c'est pas évident. Maintenant on a des profs français formés de haut niveau de ceinture noire, qui ont une sorte de compétition de beaucoup de championnats au niveau IBJF français qui combattent chez nous et au niveau de l'international. Donc c'est sûr que maintenant quand ils ont des sections enfants, et on voit des petits de 3 ans, 4 ans qui roulent, on les voit quelques après ils ont 7 ans faire des choses fabuleuses dans un esprit magique du jiu-jitsu. Ludique et tout, ça roule, ça cabriole, les jeunes veulent faire des renversements, les prises de dos. Après plus grand, ça arrive à faire des soumissions. Franchement, ça a vraiment évolué. Et là, la nouvelle génération, on est en train de voir ce qui se passe. Les jeunes de 12 ans, 13 ans, ou ceux de 8, 9 ans, dans les 2-3 années à venir, le fossé qui nous séparait, nous, des champions brésiliens, américains qui avaient un peu d'avance, va considérablement se réduire. Voilà. Ça, c'est tout le monde est unanime. On le voit déjà, on commence à performer. On a des athlètes qui font des podiums régulièrement. Même là, en adulte, on a des athlètes de l'équipe de France. On a fait la première équipe de France. Donc, dans ce sport,
c'est magnifique parce que quand j'en parle avec d'autres fédérations, la fédération internationale, tout ça, en fait, on enclenche, comme je dis, beaucoup de choses. C'est pas un sport qui est actuellement où il y a des fédérations, il n'y a pas de championnat par équipe, mais pour nous, c'était logique de faire une équipe de France et de commencer à aider à promouvoir, à sponsoriser les athlètes pour aller sur des événements et à faire comme dans tous les sports en France, avoir l'équipe de France qui fait briller la structure et tout. Alors, on a des endroits pour les entraîner, on a fait plusieurs regroupements d'équipes de France, des déplacements, on les accompagne au mieux. Donc tout se développe, ça donne envie aussi aux jeunes, aux plus petits, etc. Et là, aujourd'hui, on a 12 aires de combat. C'est le record. C'est énorme, c'est le record, on n'a jamais fait plus. On avait déjà fait 10 aires, des gros événements. Il faut voir que, pour une idée, l'année dernière, on avait atteint 2000 inscrits sur 2 jours, mais on avait 650 enfants, 850 en gi, et la différence en no-gi. Donc c'était déjà un événement énorme, qui était un record en termes de capacité de combattants sur un week-end. Et cette année, on a séparé le championnat de France no-gi avec les enfants pour faire le no-gi. Et on a dépassé les inscriptions des 3 disciplines ensemble, kids, no-gi et enfants, et on a fait 2100 inscrits. C'est exceptionnel. L'année prochaine, on va passer... Et puis c'est ce que tu me disais ce matin. Et puis les ceintures noires, Fred, les ceintures noires. Oui, 300, 200 cette année. 200. L'année dernière, c'était 70, l'année avant, c'était 30. Là, on est à 200. C'est-à-dire que l'année prochaine, ici, on aura 350 ceintures noires. Les filles, c'est pareil, il n'y avait pas de filles. Cette année, il y en a plus que l'année dernière. L'année prochaine, on aura peut-être 15-20 filles. En ceinture noire, je parle bien sûr. Des filles, il y en a vraiment beaucoup dans toutes les catégories. Mais en ceinture noire, la catégorie reine. Donc on arrive vraiment à avoir du haut niveau de jiu-jitsu. Moi je dis c'est vraiment la fête du jiu-jitsu. Et surtout, il y a eu beaucoup d'évolutions dans la formation, au niveau des clubs et aussi dans l'attitude des gens. On a fait un gros travail avec la fédération pour structurer le sport, mais aussi pour donner certaines règles de compétition. Quand on reçoit 2100 personnes, comme je dis, ça ne peut pas être le foutoir. Il faut que ce soit organisé, les gens ne peuvent pas insulter les arbitres, on ne peut pas sauter les barrières, c'est pas possible. Donc là, on a réussi à bien expliquer les choses, les gens l'ont compris, la compétition se déroule vraiment magnifiquement, et ça c'est vraiment un des points auxquels on tenait à arriver. Et là, c'est ce qui va permettre au sport de bien être divulgué, que les médias s'intéressent, parce qu'on ne va pas divulguer un sport et promouvoir un sport avec, comme je dis toujours, un foutoir total. Voilà, déjà un mauvais arbitrage. Là, on a un arbitrage exceptionnel. On a des arbitres CFJB qui sont du plus haut niveau, mélangés avec d'autres arbitres IBJF. On a des gens qui ont arbitré depuis 20 ans au championnat du monde, au niveau international, qui sont là. Donc là, au niveau arbitrage, c'est irréprochable. C'est un niveau vraiment exceptionnel. Donc déjà, on règle le problème de l'arbitrage. Le staff s'est amélioré considérablement au fur et à mesure des années, soit les commissaires, les gens des tables, les gens qui structurent la table centrale et tout. Donc c'est ce qui permet d'arriver à ce résultat. Et c'est vrai que 12 heures, passer un nombre, plus de 2000 combattants à ce rythme-là, dans la bonne ambiance, dans une fête comme ça, je suis ravi. C'est magnifique. Voilà. Et le David de 2023, il dirait quoi au David de 2005-2006 qui se lance dans l'aventure? C'est une bonne question, tu poses toujours des questions. Ben, franchement, je dis, tu as eu raison de croire au sport, de croire à la discipline, de te rapprocher de l'IBJF. J'ai vu de suite, comme j'avais dit, que c'était un système qui se développait à vitesse grand V, que ça allait attirer beaucoup de monde. La vision de Carlos Gracie Jr., le président, c'est vraiment accompli. Il y a des événements partout dans le monde, comme il disait, un week-end, il y a 4 événements sur 4 continents, c'est exceptionnel. Donc je suis vraiment content d'avoir fait partie de ce démarrage et d'avoir pu apporter ma pierre à l'édifice. Il y en a eu bien d'autres. Hein. J'ai eu l'aide de tous les Français, les pionniers, ceux qui sont venus après, parce que moi tout seul, je ne fais rien. Donc je le dis toujours, je remercie toujours les anciens comme toi, les clubs qui m'accompagnent, les gens qui comprennent le système fédéral, l'évolution, prendre les licences. Voilà, c'est vraiment la base. Moi, comme je dis toujours, je suis un peu le capitaine du navire, mais j'ai besoin vraiment de tout le monde. Et en fait, depuis le début, depuis toutes ces années, énormément de clubs, de professeurs ont suivi, on a expliqué les choses. C'est toi qui as réussi à les fédérer aussi. Enfin, ouais. Après, non, c'est vrai. Ça a marché dans les deux sens. Mais... Ça a marché dans les deux sens, mais il y avait un gros travail pour fédérer les gens. Et c'est vrai que bon, j'aime bien cette fonction-là. Et j'aime bien expliquer les choses et démontrer. J'explique quelque chose, je dis voilà, on va arriver à ça. Et si on y arrive, on ne peut rien dire. Donc d'année en année, on a démontré, on dit on va faire ça, on va faire ci, on va augmenter le truc, on va avoir des plus beaux gymnases, on va avoir des diplômes. Donc il y a plein de choses qui arrivent encore. De belles surprises pour la fin d'année et la nouvelle année. Et voilà, il faut être fédérateur, il faut être positif, il faut vraiment avoir l'idée de base de développer le sport. C'est la priorité.
Moi, mon idée de base, c'est toujours été de compétiteur, combattre, la passion du jiu-jitsu. Maintenant, j'ai pris l'âge comme tout le monde, on ne peut plus faire comme avant. Donc maintenant, ça a vraiment été... j'ai découvert ce beau sport il y a pratiquement 30 ans maintenant, tu le sais, et je dis, il faut que j'apporte... j'ai un potentiel pour apporter et développer ce sport. Donc j'ai besoin de tout le monde, et c'est vrai que j'ai réussi à fédérer, et là, on est une grosse famille. Il y a des gens de tous les clubs, de toutes les régions qui bossent avec nous, et on arrive à ça. Et on va continuer encore bien plus haut à développer le sport. Voilà. Bon, et dernière question, même si tout est malgré tout parfait, tu aurais une baguette magique, ce serait quoi le truc que tu aimerais encore améliorer, upgrader, faire grandir? Voilà. Là, tu aurais une baguette magique, tu pourrais changer un truc. Au niveau de la fédération? La Fédé, alors. Ouais, de la Fédé, oui, parce que la compète, on va continuer comme ça. La Fédé, on va travailler beaucoup sur les diplômes professionnels. Et on va profiter le sport. Vous avez déjà introduit avec la Fédé de judo. Exactement, mais l'année prochaine, on va passer un cap. On attend la fin de l'année, on va passer un cap. Il faut vraiment profiter de sport, que les athlètes du JB puissent enseigner, être rémunérés en tant que professeurs. Et là, voilà, on est arrivé à faire un grand pas. Donc ça, c'est une chose vraiment importante. On va faire un gros développement aussi sur les enfants. Comme tu disais, on a développé les adultes, les masters. On est passé de adultes, master 1, 2, 3, 4, 5+. C'est plein. Peut-être qu'on va changer les championnats, faire un jour des championnats que pour les masters, que pour les ceintures blanches. Il y a tellement de monde. Et voilà, mais surtout développer les enfants en bas âge, les tout petits. Faire plus de compétitions format Kids League. On travailler, il faut vraiment dans les écoles, il y a vraiment plein de choses à faire. Voilà. On a aussi une commission pour le handicap, on va beaucoup s'occuper de ça aussi. Enfin, il y a plein de choses. Je ne pourrais pas te donner toute ma liste. Voilà, 2-3 axes, tu vois. C'est vraiment la formation, professionnalisme, développer les enfants, plus toutes les commissions qui travaillent pour développer le sport et arriver là où on est aujourd'hui. Voilà. Bon, bah, écoute, super. Bravo déjà, et puis merci. Et puis, ouais, je suis content. Suite au prochain numéro. Je suis content de te voir, d'être là, de pouvoir te permettre de... tu vas donner la parole à plein de personnes, je sais, dans ton reportage. Ça va donner envie à d'autres. D'autres vont être contents de se voir. C'est aussi, voilà, c'est les questions qu'on a posées aux différents intervenants, y compris les marques. C'est voilà, comment on accompagne, comment on fait grandir, comment eux aussi professionnalisent leur business. On en parlait avec la qualité du sourcing chez Atom, mais ça doit être la même chose chez Moscova. Bon, chez Adidas, c'est différent. Ils sont il y en a pour, plus grosses boîtes, il y en a pour tous les goûts. Chacun, ça. Mais c'est effectivement le sport grandit et tous les intervenants autour, tous les partenaires grandissent aussi. Donc non, c'est une belle aventure collective. Exactement, c'est ça. Moi, c'est vraiment... C'est plus collectif des sports individuels. Ouais, ça c'est très bien dit. Moi, j'ai toujours eu cet esprit collectif, malgré qu'on est dans un sport individuel, comme tu dis. Au Brésil, j'étais toujours en équipe avec mes élèves, on partait à 10, à 15, à 20, à 30. On retrouvait des Français, c'est ce qui a permis de nouer des liens. Après, c'est vrai que j'ai un peu cette capacité d'être fédérateur, mais c'est vraiment le but de tous se retrouver, de construire ensemble. Et je dis à tout le monde, j'ai vraiment besoin de tout le monde, de ceux qui m'aident pour les différentes commissions, des professeurs, des athlètes de haut niveau aussi pour l'image, l'équipe de France. On a vraiment besoin de tout le monde. On ne peut pas en être là en étant seul, c'est parce qu'on est fédérateur qu'on en est là. Il faut que la mayonnaise prenne à 100%. Et donc je remercie moi vraiment, je le redis, tous les clubs, les professeurs, les gens des commissions, les responsables de zone, les personnes comme toi qui font la promotion, la divulgation du sport. C'est vraiment une grosse équipe et tout le monde est content de se voir, t'as vu? Oui, non, c'est clair, c'est la fête. Ouais. On arrive en fin d'année, c'est la fête et là voilà. À partir de l'année prochaine ou dans 2 ans, ton championnat de France il est sur 4 ou 5 jours. Voilà, c'est ça, avec toutes les tranches d'âge ou toutes les catégories qui s'enchaînent. Ah ouais, voilà, c'est exactement ça. Là on arrive bientôt à la fin de la première journée. On dit voilà, ça a glissé vraiment. Ah bah c'est passé crème, mais j'en parlais aussi avec des gens qui sont venus installer leur stand hier, qui disaient c'est impressionnant de voir le calme et l'efficacité de l'équipe qui se connaît, puis qui est rodée aussi à l'exercice pour installer de manière limite détendue quelque chose d'aussi gigantesque. Parce que je le dis, c'est bien, c'est une parenthèse, les gens ne se rendent pas compte. Pour faire un événement comme ça, tu le sais, c'est énormément de travail en amont, comme je dis chaque année, des mois, mais même 2-3 jours à l'avance. Moi, je suis déjà arrivé jeudi, à 7h du matin, j'étais sur place. J'avais une équipe de 10 personnes de 7h30 du matin jusqu'à 14h. De 14h jusqu'à 21h, une autre équipe, pour toute la préparation, que ce soit pour le décorum, que ce soit l'informatique, régler les réglages. J'avais le stage arbitrage avec notre responsable national de la Sainte-Guyenne qui a rebruffé tous les arbitres. Et en fait, on arrive le jour, nous, ce qu'on veut, voilà, c'est qu'on ait réglé tous les problèmes. Et même s'il y a quelque chose ou quoi, l'équipe doit tout résoudre. Et puis il y a la compétence et l'expertise. Voilà. Mais chacun, en fait, dans les équipes que j'ai sélectionnées, et au fur et à mesure des années par rapport à leurs compétences, ils sont tous très engagés. Tout le monde s'investit, tout le monde a compris la dynamique qu'on donne avec la CFJB. Et c'est vraiment plaisant parce que tout le monde est content de venir. On sait qu'on va travailler
vraiment de folie. On va être éreinté, on va rentrer éreinté, mais tout le monde dit quand est-ce qu'on recommence. Donc c'est ça le plus beau, tu vois, c'est que tout le monde est passionné en fait. Mais voilà, c'est beaucoup de travail pour ce résultat. Donc là, ce sera le mot de la fin, quand est-ce qu'on recommence? Voilà. Déjà, suite demain, là on fait la première vague, et demain la grosse deuxième vague avec en plus tous les avancés, les absolutes noires, il y a des grands noms, donc ça va être bien. Donc voilà, quand est-ce qu'on recommence, c'est le mot de la fin. Merci Fred. Merci à toi. Allez, merci à tous et rendez-vous demain. Merci.